Bonjour à tous, bienvenue sur The Holistic Way Podcast, le podcast bien-être, mindset et liberté. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau un Nakama pour une masterclass plutôt sur le côté de la spiritualité. Alors là, je vais juste donner mon point de vue, mais si l'antifragilité avait trois mousquetaires, ce serait clairement Pierre Dufraisse pour le cœur, Slim, Nomad Slim pour le corps et l'ami Steve pour l'esprit. Donc là, pour le coup, moi, la triade, elle est faite. J'ai mon Athos, mon Porthos et mon Aramis. Ce que ça fait de moi d'Artagnan, je sais pas. Mais en tout cas, on va essayer d'aller bien deep aujourd'hui avec l'ami Steve. Et on va essayer un peu d'éveiller les consciences, comme on le disait un petit peu en off. Après cette présentation qui n'est qu'un début, hein, on va pas se mentir. Steve, comment ça va? Très bien, mon Ben. Merci pour ton accueil. J'ai beaucoup aimé cette introduction auprès de mes grands frères de cœur, des frères au grand cœur aussi, on pourrait dire, que sont Slim et Pierre. Donc, merci de nous, de nous présenter, de nous associer de cette manière. Et ça va très bien. J'espère que toi aussi. Oui, ça va super. Écoute, comme je te le disais, moi je suis à fond. Je viens de sortir d'un cours de Strong Fit. Donc on a bien Ah oui, connecté les muscles, l'esprit et aussi les âmes, j'ai envie de te dire. Et c'est aussi de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose dont j'ai un peu parlé justement avant, en disant voilà, tu sais, pour la petite histoire, la première fois qu'on s'est rencontré avec Steve, on a fait un podcast un peu au pied levé avec Victor Segar, Slim, Pierre Etchart, etc. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais tu disais, on pourrait rester là, ne rien se dire et en fait, tout serait dit. Et je pense que ça, Mhm. c'est aussi cette capacité qu'on a vers la spiritualité, etc. Petit disclaimer, les amis, on va vraiment partir sur quelque chose de différent d'habitude, mais c'est ça aussi de Holistic Way, c'est le côté exploration. Et puis, c'est Benja, et Benja, il aime explorer, et encore plus avec les Nakama et les frères de cœur. Donc ici, mon Steve, pour ceux qui te connaissent un petit peu moins bien, qui est Steve Gentis? Bon, on va tâcher de se définir en quelques mots, de rentrer dans une petite boîte Oh, tu peux te quelque perdre, temps. hein. Vas-y, perds-toi dans le cosmos, mon Steve. Alors oui, pour résumer, donc, disons qu'aujourd'hui, si je devais me définir, j'emploierais certainement le thème entraîneur, enseignant, holistique. Hein. Je sais que ce terme te parle aussi évidemment. Holistique au sens du holisme, au sens de ce qui englobe l'être dans sa globalité, sachant que nous sommes des êtres multidimensionnels, ne serait-ce que si on regarde le corps et l'esprit, mais qui dit différentes dimensions ne dit pas division ou fragmentation. Et ayant eu une enfance euh, très bercé, j'ai envie de dire, même si c'est paradoxal comme terme, mais dans les arts martiaux, bercé par quelques bons mawashi. Hein, j'ai eu beaucoup de chance de grandir avec un papa qui m'a mis très jeune aux arts martiaux, étant lui-même aikidoka, une grand-mère qui pratiquait le tai chi, une maman qui pratique toujours la méditation. Donc il y avait ce socle-là, et ça j'ai une profonde gratitude d'avoir été nourri dès le plus jeune âge de ces différentes éducations, de ces différentes philosophies, de ces différentes manières d'aller aussi se rencontrer, hein, grâce au mouvement, grâce à l'opposition, grâce au combat, au dépassement. Et donc j'ai grandi comme ça, peut-être certainement plus intéressé par le dojo que par l'école, et finalement par l'école de la vie. Donc pour moi, ça a été assez évident que ce chemin devait être continué, et assez jeune, j'ai senti que cet appel, cette nécessité, cette urgence même de m'investir à corps et âme dans la transmission. Donc j'ai fait mes études au départ dans la préparation physique, notamment à l'INSEP, et puis j'ai commencé à entraîner vraiment au niveau du corps au début, parce qu'étant encore jeune, aux alentours de 18 ans, étant toujours en alternance dans mes différents diplômes de préparateur physique. Et puis avec le temps, hein, j'ai reconnecté avec les graines qui avaient été plantées dans mon esprit, semées euh, plus proches des philosophies, disons, de l'Est, de par les arts martiaux, de par le yoga, le tai chi, la méditation. Et je me suis rapproché grandement de ces domaines dans lesquels j'ai plongé, notamment avec la méditation, et que je ne cesse d'étudier, d'approfondir. Pour moi, c'est une étude perpétuelle, c'est un cheminement de vie, on n'est jamais arrivé nulle part, c'est un processus, au même titre que nous sommes un processus. Donc après maintenant 17 ans à transmettre, et particulièrement ces 5-6 dernières années où il y a vraiment cette approche euh, globale de l'être dans ma transmission, c'est-à-dire que je j'accompagne aussi bien au niveau de l'entraînement du corps que du mouvement,
que de la respiration. Quand je dis mouvement, ça imbrique pour moi aussi bien les pratiques martiales que le travail qu'on peut retrouver dans certains styles de danse, le travail comme ce que par exemple a répandu Ido Portal ou nos amis de chez Fighting Monkey ou notre cher ami Slim. Donc vraiment le mouvement conscient, hein, au sens j'expérimente ce qu'est cet appareil physique en conscience. Je deviens un chercheur de par le mouvement. Donc ma transmission, je dirais aujourd'hui, s'inscrit finalement dans une chaîne de transmission qui est à la suite de hop là, qui est à la suite de ce que des voies telles que le yoga ou les arts martiaux ont pu nous transmettre originellement. C'est-à-dire qu'on comprend que nous sommes donc ces êtres humains avec ce potentiel de l'esprit, du corps, et quelque chose qui va beaucoup plus loin que juste être dans le matériel au sens performance, etc. C'est un chemin. Et plus récemment, pour moi, la transmission, ça prend une amplitude de plus en plus vaste parce que c'est l'appel que j'ai aussi dans le cœur. C'est une mission de vie, c'est ce qui m'anime, ce qui me passionne. Donc récemment, j'ai créé une communauté en ligne où là, je transmets en direct essentiellement sur la méditation, la respiration et puis tous les transmissions autour de la conscience. Hein. Je tâche encore une fois de me faire relais de tout ce que j'étudie, de toutes mes recherches, de ce que je reçois aussi de mes mentors. Et voilà un peu le chemin. Je dirais réception, intégration et transmission. Ouais, beaucoup de choses à dire. Et déjà, la première chose qui me marque, c'est cette capacité à ton jeune âge, à 18 ans, en fait, à l'époque, de te dire, OK, je vais embrasser, je vais accepter d'être qui je suis. Alors, je pense, on va en parler, hein, que ton environnement t'a clairement aidé là-dessus. Je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé en off, où tu me disais que clairement, bah, les parents, les gens que tu vas côtoyer, les nakamas, comme on les appelle aussi nous, ça change un petit peu la perception, ta vie, comment tu vois les choses. Ça me marque beaucoup parce que tu vois, moi, quand je vois à 18 ans où j'étais, ça peut être un peu compliqué tu sais, de se sortir peut-être de quelque chose malgré le fait que tu veux être. Par exemple, encore une fois, quelque chose et on n'en a jamais vraiment parlé tous les deux, qui me marque beaucoup avec toi et où je me sens très très proche de toi, c'est cette volonté de transmission. J'ai vraiment une volonté, en fait, moi, Mhm. de transmettre un maximum. Et pour ça, j'avoue que des fois, je suis un peu dur avec moi-même, mais je pense que c'est en toute bienveillance, parce que la bienveillance amène de l'exigence. Et donc, avec cette exigence, on donne le meilleur de nous pour pouvoir offrir au monde ce qu'on a de meilleur aussi. Et cette transmission, est-ce que ça a résonné directement en toi? Est-ce que tu as eu justement une problématique peut-être à te mettre dans une position de sensei, de mentor, de transmetteur, si je peux dire ça comme ça? Comment est-ce que ça s'est passé au niveau un petit peu plus interpersonnel avec toi, avec cette partie-là? Ouais, tu soulèves beaucoup de choses. Tout d'abord, tu parlais de l'environnement. Ouais. Effectivement, profonde gratitude et j'ai eu énormément de chance de par mon environnement. Mais en même temps, c'est tout un tas d'interactions, de cause à effet. Rien n'est linéaire, comme on le sait. C'est clair. C'est une somme incommensurable d'interrelations, d'interdépendances à chaque pas de nos vies, à chaque respiration. Donc, c'est très difficile en fait d'isoler ce qui nous permet finalement d'en être là aujourd'hui. C'est une multitude, une myriade de choses. Mais le désir de transmettre a été présent, ça c'est sûr depuis assez jeune. Certainement aussi influencé de par une maman professeure des écoles, mon père qui à côté des arts martiaux était pilote d'avion, mais aussi instructeur, donc il formait. Mon grand-père qui était aussi un prof, mais dans le domaine de la maroquinerie, qui travaillait, qui avait vraiment de l'or dans les mains. Donc je pense que dans cette famille, il y avait quand même cette notion d'aimer la pédagogie, d'aimer apprendre aux autres et toujours d'apprendre soi aussi. Donc certainement que le berceau a été là. Après, pour faire peut-être une rapide parenthèse, pour moi, ça a loin d'avoir été très fluide, hein. Une adolescence chaotique, même par certains égards brutale, beaucoup de conflits internes, externes, de division, de rejet de l'autorité, de l'éducation justement au sens école, du conformisme, un mal-être aussi. Donc il y a eu beaucoup de frictions qui ont également, évidemment, participé à des choix, à des impulsions où tu es face au vide, à la souffrance, au mal-être, qui vont te mettre en mouvement pour éventuellement te sortir de ça, t'extraire, grandir, aller chercher finalement à t'éveiller de cette inconscience. Donc tout ça, pour moi, ça a été vraiment ce chemin, aussi bien de choses entre guillemets positives et douces et aimantes que de choses brutales et confrontantes. Mais c'est yin et yang,
c'est lumière et ténèbres. Donc, il y a eu toutes ces choses-là. Et puis, évidemment, après, qu'est-ce qui est vraiment le libre arbitre, au fond? Ça, on peut le questionner à bien des endroits. Qu'est-ce que j'ai réellement choisi de faire? Est-ce que c'est l'âme qui s'exprime parce qu'elle doit, par le biais de cette incarnation? Est-ce que vraiment c'est des choix conscients? Tout ça, aujourd'hui, j'en ai aucune certitude. En tout cas, si je devais peut-être fixer un point précis, c'est celui d'avoir su écouter cette chose-là, cet instinct, cette voix qu'on localise au niveau du cœur assez tôt. Et il a été clair qu'il y avait quelque chose avec le mouvement, avec c'était beaucoup voilà les arts martiaux, c'était beaucoup ce que j'aimais tellement faire et qui me faisait tellement de bien et qui m'a permis de me sortir d'un mal-être et de situations d'impasse dans un chapitre plus jeune de ma vie. C'était évident pour moi que je devais le transmettre en fait. Si j'avais réussi à prendre soin de moi et à transcender certaines choses, cette impulsion se devait de continuer et à être passée parce que moi j'avais cette gratitude de l'avoir reçue, même de mentors indirects parce que ça a été beaucoup la lecture, ça a été les stoïques, ça a été Krishnamurti, ça a été à l'époque Eckhart Tolle, tous ces livres où on commence à aborder la spiritualité, le développement personnel, même si j'aime pas forcément beaucoup ce terme aujourd'hui, mais ça a été vraiment des livres dans lesquels j'ai plongé tôt. Donc, c'est aussi des personnes que je considère comme ayant été mes mentors. Et, et il m'apparaît évident que tout ce qui est intégré et qui te permet, toi, de t'éveiller, de t'élever, de te soigner, ça doit circuler. Et c'est là où on en revient à ce désir de transmettre, en fait. De réaliser que nous sommes comme une chaîne, le tissu, le maillage de l'humanité, et que forcément on est en totale interdépendance, en intrication, en interrelation. Donc ça doit circuler. Après évidemment, ce n'est pas pour tout le monde la transmission, il faut que ça soit quelque chose qui nous appelle, mais finalement, il y a plein de manières de transmettre. Ça peut être via l'art, ça peut être via l'éducation. Donc tout le monde finalement devient un vecteur de transmission, même de manière indirecte, puisque ce qui émane de nous, ce qui émane de notre construction de pensée, de notre perception du monde, de toute façon, on le rayonne et on le projette autour de nous. Donc ça se fait de manière plus ou moins consciente. Mais oui, c'est vrai que le choix conscient de m'inscrire dans cette chaîne de transmission s'est fait assez jeune. Et je dirais même que ça m'a dépassé parce qu'il y avait rien d'autre en fait. Ça a été plus fort que tout. Et toujours. C'est vraiment fort parce que il y a beaucoup, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. Ça, je pense que ça va être comme ça tout le podcast, mais ce que je retiens là, c'est la connexion à l'instinct. Et en fait, tu vois, je me rappelle d'une discussion avec ma mère, je devais avoir 8 ans, et bon, c'était compliqué à l'époque, j'étais pas sportif, j'avais un peu d'asthme, tu vois, c'était très compliqué. Et en fait, j'étais un peu le gars, voilà, un peu bizarre. Bon, je le reste, sauf que maintenant, je suis plus sympa, on rigole. Ça, on reste des gens un peu différents. Je veux dire, marginaux pour certains, différents pour d'autres. Et au final, on reste nous-mêmes. Et c'est ça le plus important. Et en fait, c'est là où je veux en venir. C'est que ma maman, c'était quelqu'un qui était très, très connecté à son instinct. Mais tu sais, vraiment, ce côté, cette personne, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas encore comment, mais il va se passer un truc, tu vois. Et elle avait tout le temps raison. Et un jour, j'ai une discussion avec elle, je devais avoir 8 ans. Et je lui dis, maman, je vais arrêter d'être qui je suis parce que c'est trop dur, en fait. C'est trop dur, c'est trop fatigant. Je vais faire semblant, en fait, d'être quelqu'un d'autre pour m'intégrer, tu vois. Et là, ma maman, je pense qu'elle a fait c'est la discussion qui a guidé toute ma vie, en fait. Elle m'a dit, Benja, ne fais jamais ça. Parce qu'un jour ou l'autre, il y a des gens qui vont venir te voir pour qui tu es. Et toi, ce que tu peux apporter, c'est quelque chose de différent. Cette envie de transmettre, cette différence, elle va t'élever. J'en ai un peu même les larmes, tu vois, parce que c'est très profond ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Et ça m'a tellement guidé. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai envie d'amener avec ce podcast et notamment encore plus avec ce qu'on échange maintenant parce que holistique d'un point de vue global et sans galvauder, c'est vous êtes vous dans votre globalité, dans votre yin et votre yang, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment ce côté où, en fait, si vous ressentez quelque chose, permettez-vous de connecter à vous-même. On va en parler parce qu'encore une fois, les différentes strates, etc. Permettez-vous de connecter, d'accepter et créer cet environnement parce qu'encore une fois, bon voilà, moi j'ai une sœur qui a eu exactement le même environnement que moi, on est très différents et c'est pas un problème. Donc comme tu disais, les interactions. Par contre, on n'a pas du tout les mêmes amis. Et je pense aussi que ça, c'est quelque chose de fort, le potentiel humain. L'un point A, un point B, deux connexions et entre les deux, un potentiel. Et je pense que ce podcast-là aussi aujourd'hui qu'on est en train de faire, mon Steve, c'est que j'ai envie d'élever le potentiel des gens, qui se rendent compte peut-être qu'en réalité, cette spiritualité, qui aussi est un terme souvent galvaudé, comme le développement personnel dont tu parlais tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose qui peut
t'élever, qui peut t'amener quelque chose, qui peut complémentariser l'être que tu es déjà dans sa complétude ou son incomplétude. Ça dépend de chacun. Chacun voit midi à sa table, comme on dit. Mais là, c'est vers ça que moi, j'ai envie d'aller. Comment est-ce que tu définirais la spiritualité? Et toi, alors, tu as déjà un petit peu donné la réponse dans le sens où toi, c'est les arts martiaux, mais qu'est-ce que tu proposerais aux gens pour connecter un petit peu avec cette spiritualité, ou en tout cas faire des premiers pas dedans? Déjà, merci d'évoquer la maman, hein. Pensons, grande pensée pour toutes les mamans C'est de ce clair. monde. Et merci pour la vie. La spiritualité, comment la définir? Est-ce que déjà le fait même de la définir, ce n'est pas la corrompre, d'essayer de faire tenir une dimension incommensurable dans des mots humains? Donc on devrait peut-être se taire en fait, comme dans le zen, pour en revenir à la suite de notre discussion. Non, je vais tâcher de recevoir une réponse telle qu'elle me vient là par rapport à ta question, parce que c'est important. On entend beaucoup parler des différentes dimensions de notre être et de la spiritualité, et on en revient à ce que l'on disait un peu plus tôt. C'est effectivement, nous ne savons pas totalement, et loin de là, ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a plein de manières de définir l'être humain, de de tenter d'expliquer ce qu'est un être humain. Parce que nous, on se regarde nous-mêmes. Nous sommes une espèce qui définit les choses, qui pose des concepts, qui a tout un système de croyances, qui a créé une civilisation, avec à l'intérieur de ces civilisations différentes cultures, différentes sociétés. Donc il y a une multiplicité de choses qui nous amènent à nous dire que ce que serait la réalité des choses, c'est imperceptible tellement c'est vaste et en mouvement constant. Donc l'instinct qui nous vient depuis d'ailleurs des millénaires, grâce aussi à certaines traditions et certains enseignements et des sagesses ancestrales, parce que tu as cité les arts martiaux. C'est vrai que pour moi, les arts martiaux, ça a été une voie, mais il y en a bien d'autres. D'ailleurs, ça a été une voie parce que commençait très jeune, mais la méditation via le bouddhisme, différents courants du bouddhisme. Je me suis particulièrement intéressé au zen ou au vipassana, bouddhisme tibétain, que à l'hermétisme, ou au taoïsme. Donc, il y a plein de manières en fait d'explorer le prisme de ce que pourrait être la spiritualité. Et finalement, tous ces enseignements, à certains points, se rejoignent. C'est pour ça où je pense là, on se rejoint énormément, notamment avec Pierre, c'est que il faut vraiment être vigilant sur la manière dont on définit les choses, parce que quand on les définit, on les cadre et on les enferme aussi dans notre compréhension du monde, qui par définition est limitée. On les D'où le limite. fait de toujours encourager, exactement. D'où le fait de toujours encourager chacun à trouver et à ressentir par soi-même. Donc on appelle ça de l'instinct, de la conscience qui est captée par nous, parce que nous ne sommes pas générateurs de ce champ de conscience unifié, on la reçoit. Le corps humain, c'est aussi une antenne. Même si on génère de la conscience, une expérience individuelle de nos vies de par le cerveau, mais nous sommes aussi et avant tout de grandes antennes dans ce champ de conscience unifié, sur lequel on pourrait poser bien d'autres mots, en faisant attention à ce que beaucoup de dogmes et de religions ont pu dire, qui aussi enferment la pensée et les croyances. Donc, ce qui est sûr, c'est que il a été découvert plusieurs manières d'accéder à cette dimension incommensurable qu'on pourrait définir comme dimension spirituelle, mais qui finalement n'est pas forcément contenue à l'intérieur de chacun de nous. C'est quelque chose qui est toujours là en toile de fond, mais que l'on peut percevoir une fois que le prisme de l'ego est extrait ou mis de côté ou repositionné à sa juste place. Le but, c'est pas d'avoir une dissolution totale de l'ego. On en a besoin. C'est un mécanisme indispensable de vie, de survie. Mais lorsqu'on est identifié à cet ego ou même à ce corps, on est forcément dans une illusion. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que c'est une toute petite partie de ce que nous sommes fondamentalement. Donc, la méditation, les pratiques de pleine conscience, les états de conscience élargis, notamment peut-être aussi par la respiration, les plantes médecines comme ce qui est utilisé par les chamans et les sages et les guérisseurs depuis des millénaires dans différentes traditions, ou les trans induites, même sans utiliser de plantes entéogènes, comme ce qu'on a en Sibérie par exemple. Il y a plusieurs manières, en tout cas, de s'extraire de l'illusion du soi et de la limite de la construction de notre personnalité, de l'idée que nous avons de notre personnalité. Et on pourrait dire que là commence la spiritualité.
Une fois que l'on peut percevoir au-delà de sa construction, au-delà de l'identification et au-delà de la construction que nous avons, qui résulte de notre vécu, de notre mémoire, de tout ce que l'on a accumulé depuis notre essence, donc le début de notre incarnation. On accumule, on accumule, on accumule. L'éducation, on nous dit tu es ceci, tu es cela, tu t'appelles comme ça. Tu grandis, forcément, tu reçois une culture, tu reçois un environnement, tu reçois une éducation, pas uniquement de par le cadre familial, mais aussi de par la société. Et puis on est influencé par notre époque, notre culture, la région du monde. Tout ça pour dire que forcément, on crée une personnalité qui, par définition, est une construction. Elle aurait pu être tout autre si on avait grandi à une autre époque, à un autre endroit. Donc, la dimension spirituelle de notre être, disons, c'est celle où on se rejoint tous. C'est celle où il n'y a aucune séparation. On peut pas dire je suis spirituel quelque part. Nous sommes par définition spirituels. Comme disait Pierre Taillard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Donc il y a quelque chose qui prend cette forme-là, dans cette dimension, dans ce grand décor de théâtre, comme disait Shakespeare, qu'est le monde. Maintenant, dire ce qu'est la spiritualité, c'est quasiment impossible. On peut tenter de l'explorer, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un certain point, c'est là où il n'y a plus aucune séparation. C'est là où on comprend que nous ne sommes qu'un. Et ça, c'est pas du tout des paroles bienveillante, hippie-ou, c'est la réalité fondamentale des choses une fois qu'on perce le voile de l'illusion de la séparation. Donc comprendre ça, comprendre l'unité, implique automatiquement une modification de ton état d'être et de ton comportement. C'est fort ce que Et tu me qui dis n'est là pas en dicté fait. par une doctrine. Oui, ça c'est aussi très important. Ce que tu me dis là, en fait, ça me fait tilter une petite phrase dans la tête. Je me dis, en fait, la spiritualité, c'est quand nous sommes sans vouloir être. C'est pas je suis. Tu enlèves le je Très fort. et Donc tu ouais, peux on a même enlever le encore. suis. C'est ça. C'est un truc, ouais, en fait, c'est au-delà, quoi. Mais c'est vrai que, tu vois, rien que le fait de vouloir définir ça, on essaye de le limiter, et c'est d'office une limitation par notre compréhension qu'on en a du monde. Pourtant, on peut étudier des années. Je pense qu'on sera même pas encore OK avec le fait d'expliquer ça, mais c'est très fort. Et ça aussi, ça explique aussi pourquoi beaucoup de gens sont perdus en fait dans le domaine de la spiritualité et sont aussi, encore une fois, je vais utiliser le terme galvaudés parce qu'en fait, on essaye de mettre les choses dans des cases. Mais en réalité, ce n'est pas dans des cases qu'il faut les mettre, c'est plutôt les ressentir. Et je sais qu'on était assez d'accord là-dessus parce qu'on en avait un peu parlé pendant le podcast avec Victor, Slim et Pierre. Il y avait vraiment ce côté où et je pense que tu le vois même encore plus parce que moi, je suis dans une moins grande ville que toi. Les gens sont complètement coupés, en fait, du reste. C'est même d'eux-mêmes, en fait, ils sont coupés. Et il y a vraiment une grosse difficulté pour eux d'interconnecter. Donc là, j'ai envie d'avoir un petit peu ton avis là-dessus, mais aussi sur ce côté, tu m'as parlé, bon, c'est deux sujets, mais tu m'as parlé d'illusions. Est-ce que nos illusions qui sont notre perception deviennent notre réalité, en fait, aussi un petit peu là-dessus? Donc, est-ce que nous, on s'isole? Parce qu'en fait, en réalité, tu as raison, hein. Tout n'est qu'illusion. Mais moi, j'essaye juste de me créer des illusions qui me construisent, donc qui m'élèvent au lieu de me réduire, quoi. Et c'est ça aussi qui est important un petit peu. Donc, je sais que ces deux questions, je m'en excuse, mais il y a tellement de sujets là, je suis en train de partir, et toi aussi, donc je te remercie, mon Nakama. Mais voilà, donc vraiment, la première chose, c'est pour recentrer un petit peu, cette illusion qui crée notre perception du monde, qui nous permet du coup de créer notre réalité, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'isolation des gens, même vis-à-vis d'eux-mêmes, quoi. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Non, complètement. Et je te remercie de rebondir de cette manière, hein. Quand je partais de quelque chose d'aussi impalpable, d'aussi imperceptible, c'était évidemment dans l'optique d'avoir une investigation commune où à partir de là, on se doit d'être pédagogue, on se doit de construire quelque chose de tangible, Obligé. d'appréhendable, et obligatoirement. Mais pour dire que on va quand même ça, on commence quand même à partir d'un point qui n'est pas localisé, qui nous rassemble tous. Donc déjà, le fait de comprendre que nous sommes tous interdépendants, c'est un fondement indispensable à ce qu'on pourrait appeler toute démarche spirituelle. Après, on pourrait éventuellement définir la conscience, non pas comme en parlant du champ de conscience unifié, hein, de tout ce qui nous relie finalement. Si on dit que l'univers est donc ce champ de conscience avec ses différentes dimensions, ses différentes manières
d'organiser la matière, etc. Donc nous, on se situe là, en tant qu'être humain, sur cette planète, sous cette forme. Eh bien, à l'intérieur de chacun de nous, il peut y avoir des perceptions différentes de la conscience. Évidemment, elle est forcément limitée, cette perception, parce que nous sommes déjà limités par nos sens. On est limité par une certaine manière d'entendre, une certaine manière de voir, un certain goût, une certaine manière de percevoir ce qu'on pourrait appeler le subtil aussi. Hein, tout ce qui circule au niveau énergétique, au niveau de l'impalpable. Et puis, de toute façon, quand on regarde quelque chose, ça, je veux dire, c'est un sujet maintenant où la plupart d'entre nous pourront s'accorder. On sait très bien que quand on regarde une table ou un objet, nous, on voit une forme. Mais si on pouvait aller à l'échelle de l'atome ou bien plus petit à l'échelle de l'énergie ou de la vibration pure, à l'échelle quantique, on verrait quelque chose de complètement différent. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nos tissus. Donc, quand j'emploie le terme illusion, je fais référence au bouddhisme qui avait déjà compris cela, qui avait déjà eu cet instinct et cette compréhension par des états évidemment de conscience élargis, disons des téléchargements que certains sages, certains grands pratiquants avaient eu, justement en ouvrant leur conscience, en ouvrant leur champ de perception à la conscience. On avait déjà compris que tout le monde que l'on voyait nous apparaissait d'une certaine manière, mais que ce n'était pas la nature des choses. Et que les choses étaient insaisissables parce que tout le temps en mouvement. Mais après, comme tu dis, à l'intérieur de cette perception, disons, limitée de la réalité, on peut faire des choix. Et le choix de s'éveiller, le choix de tendre vers plus de conscience, de respect en soi, de respect autour de soi, éventuellement l'envie de contribuer, éventuellement l'envie de célébrer ce passage éphémère qu'est la vie en embrassant une mission, quelque chose qui a du sens, en écoutant ses passions, on en revient au cœur, on en revient à l'instinct, l'envie d'aimer, mais au sens large, d'aimer le vivant, de célébrer les autres formes de vie. On peut pas être chez les bisounours. Il y a des personnes insupportables à tous les coins de rue, mais ça n'empêche pas de développer l'empathie, la compréhension, la compassion. Donc toutes ces choses-là, on pourrait les définir comme étant prendre un chemin de vie qui tend vers plus de spiritualité, vers plus de conscience finalement. Et ça, c'est vrai qu'il appartient à chacun d'entre nous de faire ce chemin, de faire ce travail. Et ce qui est assez puissant dans ce processus-là, c'est que, comme tu l'as dit, la plupart de nos semblables sont divisés en eux et sont divisés vis-à-vis de l'extérieur parce qu'on s'identifie à des groupes, à des sous-groupes. J'ai telle nationalité ou j'ai telle religion, j'ai telle croyance ou je fais partie de tel pays ou ça c'est mon équipe de foot, ça c'est mon. On vit dans des séparations encore une fois illusoires. Mais une fois qu'on comprend un peu cela et qu'on peut se mettre en route de plus d'unité en soi, donc déjà de plus se voir par exemple séparé du corps, de comprendre qu'on est à un certain niveau relié avec les autres, de comprendre que notre état d'esprit influence notre santé, que la manière dont on prend soin de nos corps va influencer notre esprit, que notre monde intérieur reflète et va émaner sur le monde extérieur, que toutes ces choses-là, en fait, on en prend conscience, pas parce qu'on nous l'a dit, ou peut-être parce qu'on nous l'a dit au départ, mais qu'on le ressent, eh bien tout va évoluer de manière globale. Et c'est pour ça que moi, je ne cesserai de répéter, d'honorer et de tâcher de transmettre des arts tels que la méditation, parce qu'on a une perception globale qui n'est plus analytique des choses. Ça, c'est, je pense, un des grands problèmes de notre société, de notre civilisation, et peut-être particulièrement en Occident, c'est que tout est fragmenté depuis le début de notre manière de penser. Dès le départ de notre construction de pensée, on te dit ça c'est le personnel, ça c'est le privé, ça c'est l'homme, ça c'est la nature, ça c'est la vie, ça c'est la mort. Eux c'est les catholiques, eux c'est les musulmans, nous on est ci, nous on est ça. Donc on met tout dans des petites boîtes, dans des petites séparations qui n'existent pas. Et à partir du moment où tu commences à t'ouvrir à ce ressenti que tout est lié et que tout est interconnecté, que tu vas commencer à prendre soin de toi, et peut-être qu'au début, ça va être juste parce que gestion du stress, parce que tu te sens un peu mal dans ta peau, parce que tu es même peut-être déprimé ou souvent malade, ou que tu as des problèmes dans les relations en général, que ce soit les relations de couple, les relations au travail. Et là, on va avoir une impulsion, peut-être une étincelle de conscience où on va se dire, ah bah, je vais me mettre en chemin. Peut-être que j'ai commencé à lire, méditer. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui me limite dans mes cercles, que moi je sens que je suis appelé par certaines choses, mais je ne trouve pas de résonance dans mon entourage. Donc je vais aller m'ouvrir au monde, éventuellement rencontrer d'autres personnes, voir comment je peux interagir, comment cette chose qui
qui bouillonne en moi, et ben peut trouver de l'écho chez d'autres personnes qui éventuellement se seraient mises en chemin. Et c'est ce qui se passe finalement. C'est ce qui se passe dans la vie. Je pense qu'on a tous des moments. C'est pas pour tout le monde d'être entre guillemets dans un chemin d'éveil sous cette forme, sous cette incarnation. Euh, Encore une fois, selon ma compréhension, et ça n'engage que moi, mais je m'appuie aussi sur des enseignements que je reçois et que j'ai reçus, notamment en provenant du bouddhisme ou de l'hindouisme ou d'autres enseignements où on aborde vraiment la métaphysique de la conscience et de ce qu'on pourrait appeler l'âme, qui serait une somme d'informations, on pourrait y revenir, mais qui chemine au travers de différentes formes physiques en vue d'atteindre un niveau de conscience de plus en plus élevé au fil des formes, au fil des incarnations. Donc je pense que c'est aussi ça qui pourrait amener une autre vision, une autre corde à notre arc, une autre clé de lecture, en se disant mais pourquoi il y a tellement de différences dans les niveaux de conscience et pourquoi il y a des gens qui sont des meurtriers alors qu'au même instant il y a des gens qui sont des saints. Et ben dans le grand mystère et la grande multiplicité de ce qu'est la vie et l'univers, il y a forcément un équilibre, il y a forcément un ordre supérieur qui s'opère. Donc, ce n'est pas pour tout le monde dans cette vie, mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on ressent cette petite étincelle de conscience, cet appel, cette voix intérieure, cet instinct, peu importe comment on l'appelle, là, il faut savoir l'écouter. Parce que c'est le premier pas, c'est la première marche vers ce chemin d'éveil et de conscience. Et ce qu'on pourrait encore une fois définir comme étant prendre une trajectoire plus spirituelle dans son existence. Et ce n'est absolument pas incompatible avec le reste de la vie. Au contraire, ça transforme toutes les dimensions de la vie. C'est vertueux. C'est ça, et c'est en fait, je remarque que tout ce que tu viens de dire, c'est peut-être aussi ce qui empêche les gens de le faire. Pourquoi? Parce que tu vois, tu parles de complémentarité. Tu parles d'ajouter des choses, tu parles de quelque chose qui va renforcer. Et en fait, on vit dans un monde où les gens, ils ne savent, alors déjà de un, pas connecter, parce que je suis très fortement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais aussi encore plus, ils ne savent pas s'empêcher d'opposer. Ils ne savent pas faire autrement que ça. C'est noir ou blanc, ça ne peut pas être gris. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette difficulté de penser autrement que bien ou mal, quoi. Et en fait, c'est là où la spiritualité, comme tu le dis, elle vient se rajouter et peut-être en fait faire de toi juste. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais encore une fois, il faut j'essaye de mettre des choses tangibles, mais faire ce que tu es, mais juste plus. Tu es plus de toi. Tu es plus de ce que tu es déjà. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis et c'est pour ça que la sémantique, je pense qu'elle est hyper importante. Très, très. Là, je te remercie Et c'est d'ajouter ça. vraiment euh, déjà quand on emploie le terme les gens c'est nous. Il a Nous sommes raison. les gens. Nous sommes les gens. Nous Les gens sommes le qui monde. écoutent, c'est les Nous, gens. nous sommes le monde. C'est la même chose. Non, tout ça pour dire que ne pas, encore une fois, se mettre hors de l'équation du problème du monde. Absolument, absolument. Nous sommes le problème et la solution. Nous sommes le malade et le médecin et le guérisseur. Euh, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de fondamental parce que trop souvent, peut-être négligé lorsque l'on cherche du sens dans sa vie ou qu'on commence à avoir peut-être un rejet ou un mal-être de cette société qui est profondément malade, clairement, même si tout n'est pas noir, il y a aussi des choses merveilleuses, évidemment. Mais souvent, on se met hors de l'équation. Et ça, c'est un des grands problèmes. Nous sommes complètement part de ce problème sur Terre. À un certain degré, nous sommes responsables de toute la violence, de toute la division, parce qu'elle est déjà à un certain niveau en nous, dans notre comportement, dans notre manière de penser et dans notre manière d'agir. Donc ça pourrait être aussi une des choses à ressentir dès le départ. C'est que tout ce que nous faisons, nous avons une responsabilité parce que tout ce que nous faisons à un certain degré impacte le monde entier. Ça impacte forcément nous en premier, les cercles avec lesquels on raisonne de manière les plus intimes, que ce soit la famille ou les personnes que l'on côtoie au quotidien. Mais nous sommes cette équation. Donc, transformer ça, c'est important dans sa manière déjà d'agir parce que on sort justement de cette illusion d'être séparé du reste du monde. Parce que ça, c'est ce qu'on peut appeler l'égocentre. L'ego qui se situe au centre. L'ego au sens représentation du soi qui se met au centre d'un univers. Et là, on en revient à cette illusion du soi, mais
observé par un autre prisme. C'est-à-dire qu'on peut même avoir la meilleure intention du monde. Si on se considère être hors, si on se considère être nous et les autres, on est forcément dans une division, une nouvelle fragmentation. Et c'est pour ça que c'est intéressant justement de laisser la conscience s'infuser à tous les domaines, même de notre manière de penser, même notre manière de formuler les choses, parce que chaque mot est créateur, chaque pensée, quelque part, a une vibration et va créer quelque chose. Et c'est là où la somme immense, tellement on ne peut même pas imaginer à quel point il y a un nombre d'interactions qui se passent à chaque seconde, mais toi et moi, la discussion que l'on a là, et la manière dont les personnes qui vont recevoir cette discussion vont la recevoir, ça va créer encore une myriade de résonances et de causes à effet qui ne sont pas linéaires. C'est complètement dynamique. Donc, dès que tu prends conscience de cela, forcément, tu vas aller vers un état où, si tu le ressens, ta présence va en être modifiée au quotidien. Et c'est ça aussi ce qu'on peut appeler la pleine présence. Donc ça, c'était juste pour remettre peut-être un axe de perception des choses. Et après, tu disais être plus soi. C'est pareil. Quelle serait la bonne sémantique? Est-ce que c'est être plus au sens aller pleinement vers son potentiel et visualiser que nous sommes dans cette grande symphonie de l'univers et que chaque être a une note à jouer et qu'ensemble on exprime cette symphonie? Ou est-ce que c'est justement enlever des choses et être moins? Enlever de l'illusion, enlever du conformisme, enlever de l'éducation, enlever du conditionnement et finalement en revenir à cette essence beaucoup plus simple au sens un, au sens unifié, et en revenir justement à cette compréhension d'être part de ce même processus, de ce même mouvement de conscience. Donc plus, moins, peut-être que c'est les deux en fait. En Tu fait, vois, quand tu me dis et que c'est ça, le roulement entre les deux. c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Quand tu me dis ça, j'ai envie d'utiliser un peu le côté via negativa de Taleb en disant, en fait, pour être plus toi, enlever des choses. Mais en fait, ça, c'est la théorie. Parce que tu as raison. Quand tu me dis ça, ça me fait vibrer. Je me dis, il a raison, c'est ça. Sauf que dans la pratique, je pense que c'est pas possible, en fait, d'enlever qui on est déjà ou d'enlever un peu cet environnement. Il y a toujours des biais, il y a toujours quelque chose qui reste un peu engrammé en toi. Donc, effectivement, est-ce que le travail, il serait vraiment d'essayer d'aller vers la source, l'essentiel, bah, j'ai envie de dire l'âme, encore une fois, ce qui te représente le plus, en essayant d'être le moins impacté possible par tout ce qui t'a touché, en enlevant du coup. Mais waouh, c'est fort comme question, quoi. T'en penses quoi, toi? En fait, ce qui est intéressant là, juste, tu vois, dans cette discussion que l'on a là, c'est que tu me dis qu'est-ce que j'en pense, et déjà je m'observe en ce moment dans un état justement d'investigation, d'introspection, dans le fait de ne pas vouloir te donner des réponses que je t'aurais données il y a peut-être même une semaine. C'est de comprendre que tout est en mouvement. On a parlé de l'interdépendance et de l'intrication de toutes les manifestations et de toutes les dimensions et de tous les êtres et de tout ce qu'on ne peut pas percevoir. Donc il y a ce mouvement total et global de l'univers. Et donc il y a forcément ce mouvement de notre conscience. À partir du moment où on va saisir une perception du monde, aussi sage soit-elle à un instant T, on est forcément de nouveau dans une illusion parce que l'univers, le monde a déjà bougé, est déjà en déplacement. Et ça, c'est quelque chose que je tâche aussi de transmettre souvent avec mes élèves, notamment dans la communauté. On me dit, ah oui, mais euh, moi, j'arrive pas, par exemple, à ne pas être angoissé, je sais pas, en apnée, où j'ai toujours des pensées. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Quelle est la solution? Ou alors, quelle est la routine idéale de méditation tous les jours? Mais ça serait pas honnête, à mon sens, de donner quelque chose de fixe. Parce que déjà, chacun est différent et chacun est en mouvement. Mais au contraire, on devrait pouvoir pointer du doigt, et on en revient à cette autonomie de la conscience, cette Carrément. autonomie de la spiritualité, c'est de développer un état, une acuité qui nous permette de sentir le mouvement de l'univers, le mouvement de l'univers dont nous faisons partie, c'est-à-dire déjà l'univers en tant que l'expression qu'on expérimente la plus directement, notre corps et notre esprit, et de le ressentir à un point où on rentre dans la danse harmonieuse qu'est l'univers en nous, dans notre comportement, dans notre manière de sentir les choses. Donc, on en vient à une forme d'effectivement de dépouillement, mais de dépouillement dynamique. C'est-à-dire que sur ce point présent, sur ce point qu'est l'instant présent, sur lequel
il y a un roulement total et c'est la seule chose qu'on expérimente véritablement, eh bien qu'on développe cette fluidité dans cette manière d'être, dans cette manière d'avoir une perception directe de ce qui est et d'avoir une réponse la moins conditionnée possible, mais la plus dans la sensitivité et dans la sensibilité en fonction de toute la somme de facteurs que je reçois. Et utiliser juste l'ego, la pensée et la mémoire à sa juste place, comme une bibliothèque dans laquelle je viens emprunter un livre pour une information, une mémoire bien précise que je vais utiliser. Et c'est là, en fait, où on va développer ce qu'on peut appeler la méditation. C'est d'être le plus présent possible, moment par moment, et c'est pas juste prendre l'assise, mais c'est développer cet état d'acuité et de pleine présence. Et ce qu'on appelle la méditation, le yoga, l'état, je dirais même pas l'état de flow parce que c'est encore autre chose, mais en tout cas l'état Ouais. de pleine conscience, c'est pas de supprimer complètement son ego, c'est juste qu'il fait partie de l'appareillage, il fait partie du véhicule que j'emploie, c'est-à-dire le corps, c'est un mécanisme mental, mais en revanche, ma capacité de percevoir le monde est beaucoup beaucoup plus vaste. Et une fois que j'ai compris que je suis un mouvement au même titre que le monde est un mouvement, eh bien je peux rentrer dans cette danse beaucoup plus fluide. Et ça, c'est ce qui avait été transmis aussi initialement par l'origine du yoga ou du taoïsme ou dans le bouddhisme, etc. Donc, il y a aussi ça qui est, je pense, hyper important de déconditionner dans notre manière de penser. C'est très bien à un certain niveau d'avoir un problème, une solution, une Ouais. problématique, développer telle stratégie, très bien à un certain niveau. Mais nous, on prend un peu de hauteur et on prend un grand pas de recul, celui qui, par définition, doit être fait lorsqu'on parle de spiritualité. Et c'est là où on vient rentrer dans quelque chose qui n'est pas complexe, mais qui est mouvant. Il n'est pas complexe au sens que c'est simple, c'est unifié, c'est unité, c'est un, mais c'est un mouvement. Et c'est ça qui est très très difficile à appréhender parce que Mm. nous sommes conditionnés à saisir les choses et avant tout à saisir notre identité et à saisir notre idée du monde. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un dépouillement du connu pour laisser la place à l'inconnu, pour laisser la place à ce qui est, d'être perçu et traité au maximum, moment par moment. Voici la méditation en Enfin, tant très, très, qu'état. très, très fort. J'avais jamais entendu cette définition-là, cette explication-là. Je te remercie parce que j'ai beau essayer de moi-même, essayer, tu sais, toujours de reprendre un pas de recul. Parce que pour moi, enfin, je pense qu'on a ça à cœur aussi. On veut pas être dogmatique. On veut proposer des choses. On veut surtout aider les gens à se créer cette autonomie. C'est toujours la même chose. Quand on me demande, tu fais quoi, Benja? Je dis toujours la même chose. Autonomie et renforcement. Et au final, c'est ce que je veux aussi faire à travers ces podcasts et ces échanges. Moi, là, je me renforce clairement. Tu m'ouvres des portes, des chakras. On appelle ça comme on veut, mais clairement où je me dis, waouh, en fait, je suis pas encore à ce stade-là. Mais je me rends bien compte, et on en parlait en off, du coup, je vais le dire ici, que j'ai rejoint ta communauté parce que je me rends bien compte qu'en fait, il y a quelque chose là où il faut que j'aille. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, j'ai cette sensation de, ok, Benja, en fait, ça fait longtemps, et là, t'as trouvé le bon mentor, t'as trouvé le bon ami pour te guider dans ce genre de choses, et j'en suis très content. Merci. Donc, bah, avec plaisir, ça vient du cœur. Et il y a aussi une chose vers laquelle je veux revenir. Alors, c'était il y a déjà un petit temps, hein, mais a priori, les gens, si on vous a perdu, c'est très bien parce que c'est un, tout est un. Donc moi, ça me va. Ici, l'idée, c'est vraiment de se On se dire, retrouvera. et on se retrouvera exactement. C'est le, c'est le. Alors, il y a deux choses qui me viennent encore une fois en tête. Je suis désolé, à chaque fois, je fais une diade au niveau des questions, mais ça part trop. Donc, la première, c'est la place de l'ego dans le bien-être et dans le mal-être, et peut-être aussi dans la spiritualité. Et je vais rester calme, je vais rester sur celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Enfin, qu'est-ce qu'on peut en alors déjà, penser? Voilà. qu'est-ce qu'on peut en penser, hein? Moi, volontairement, je me mets aussi dans cet état voilà, de flow au sens réception et ça sort comme ça vient parce que c'est agréable d'interagir de cette manière avec toi et c'est la 100%, tonalité qu'on avait pareil. voulu donner à ce podcast et c'est aussi tout et toujours de l'investigation, de l'expérimentation et c'est aussi en tentant, je pense, dans chaque discussion d'aborder les choses d'une manière fraîche et renouvelée et un peu différente de ce que l'on aurait pu tenir comme discours, même comme on le disait il y a quelques jours. Ça peut paraître nébuleux, mais je pense que c'est indispensable de passer par ce côté justement un peu diffus pour justement réussir après à trouver des points de densification et des points assez impactants qui vont nous permettre, nous, de raisonner, de ressentir et certainement de le transmettre. C'est comme ça qu'on avance. C'est la maïotique aussi, hein, Carrément. du bon Socrate.
Donc en se posant ces questions, et effectivement, on doit avoir des leviers concrets. Nous sommes des êtres physiques et le but, c'est surtout pas d'avoir une masturbation intellectuo-spirituelle. Ça, c'est la pire des choses, hein. Ce qu'on peut appeler l'ego spirituel et devenir un espèce de gars qui se pense être un maître en disant des trucs que personne comprend. Ça ne sert strictement à rien et ça ne sert à rien. En revanche, il y a une vraie puissance parfois dans des choses. Moi, je repense à certains mentors que j'ai eus ou certains maîtres que j'ai pu rencontrer, notamment au Japon, dans le Zen, qui te lancent des koans ou qui te pointent du doigt sur des choses qui te paraissent complètement absurdes et impalpables et insaisissables pour le mental. Mais hop, d'un coup, ça va popper. Et tac, tu vas avoir un moment de satori, comme on dit au Japon, en tout cas un instant d'éveil. Et c'est là où tu as aussi des insights et des prises de conscience. Tu sais pas d'où ça vient, mais hop, tu télécharges d'un coup l'info. Donc je pense que c'est vraiment important de procéder comme ça. Et bon, pour en revenir à ta question sur l'ego, ça serait intéressant de le redéfinir. Là, je vais peut-être encore une fois me répéter là-dessus, mais c'est important de reprendre Non, aussi c'est et très toujours les bien parce bases. que vision en fait, vision, contexte, c'est important et encore une fois, ce qu'on propose ici, comme tu dis, c'est un échange en flow total. Moi, c'est là où Mhm, j'exulte en fait parce que tu te prends pas la tête, tu es juste là en train de discuter, tu es là en train de comprendre et tu vois ces moments un peu de alors moi j'appelle ça des eureka forcément hein, parce que bon bah mhm. plus occidental qu'oriental pour le coup, mais dans l'idée, bah, c'est vraiment ça d'aller chercher. Donc oui, s'il te plaît, Steph, définis-nous un peu l'ego, ce qu'on peut en penser, encore une fois, avec cette idée d'ensemble, quoi. Ok. Mais on en revient un petit peu à ce que l'on disait plus tôt dans la discussion. Donc l'ego, voyons-le comme la représentation du soi. Moi, je, mon identité, le sens de l'identité. Mais avant tout, il faut comprendre que l'ego, c'est déjà un fonctionnement, un mécanisme, fruit de millions d'années d'évolution, qui est dans notre corps. C'est un peu l'operating system. Hmm. Donc, si nous n'avions pas d'ego, nous n'aurions jamais évolué, nous ne serions pas là à avoir cette discussion. Il est indispensable, vital et extrêmement important. C'est une part de notre anatomie, quelque part. C'est comme si, c'est comme nos yeux ou nos jambes. C'est l'ego. Ça fait partie. Mais ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas nos yeux. Nous ne sommes pas nos jambes non plus. Bien que ce soit le fruit de millions d'années d'évolution, est indispensable. Donc il faut repositionner l'ego à sa juste place. Dans l'ego, il y a la somme du connu, c'est-à-dire tout ce que nous avons expérimenté depuis le moment où la conscience s'est infusée en nous. Donc on peut certainement remonter même à notre vie intra-utérine. Et on peut certainement aussi, évidemment, remonter au transgénérationnel, à tout ce qui est transmis dans les gènes par le biais de l'épigénétique, sans rentrer dans la métaphysique de l'âme et des vies antérieures, parce que là, ça va rajouter de la confusion. Mais en tout cas, il y a forcément un héritage à certains endroits qui, dans tous les cas, est une forme d'inné. Même avant notre naissance, il y a déjà une part de notre personnalité qui est inscrite dans nos gènes. Après, c'est qu'est-ce que l'on va activer ou non en fonction de notre mode de vie, comme n'importe quel gène finalement. Mais donc, on arrive sur Terre, on sort de la dimension intra-utérine, et là, on commence à percevoir le monde et on commence à recevoir des sensations, des images, des perceptions, ces choses-là. Et on commence à construire le connu, on commence à construire la mémoire et on commence à se repérer finalement, à se définir comme un individu, une entité au sein d'un monde, au sein d'un environnement. Et on commence à nous donner un nom de famille, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, culture, éducation des parents, expérience de vie que je vais commencer à amasser, donc des choses qui sont plaisantes, que peut-être je vais chercher à reproduire, ou même qui vont me créer des désirs, ou des choses qui sont déplaisantes, qui vont me repousser, pour lesquelles je vais développer des aversions, j'aime pas. On va commencer à juger, on va commencer à percevoir le monde, peut-être même que malheureusement, et c'est le cas de tout le monde, il y a des traumas à certains moments, donc des expériences, disons, suffisamment négatives pour qu'elles créent des névroses et des schémas limitants et de la peur. Donc tout ça, ça s'accumule, la mémoire, le vécu, et finalement on devient de plus en plus identifié à moi, à ça, à je. Même le corps, on est tellement habitué à se voir par ces deux petits trous-là dans le miroir et autres, on pense aussi être cette forme physique-là. Donc ça vient s'ajouter à l'idée que nous avons de nous-mêmes. Donc ça, c'est l'ego. C'est la représentation du soi. Et allant avec l'ego, il y a tout le fonctionnement de la pensée. Le mécanisme, cette succession ininterrompue de pensées où on va peut-être projeter, anticiper, c'est lié à notre identité. C'est lié à notre manière de nous situer dans le monde et dans le temps
psychologique. Donc tout ça, c'est l'ego. Mais c'est une construction et quelque chose de mouvant. Et plus je dirais, plus on a une manière d'interagir avec notre ego inconsciente, c'est-à-dire qu'on le laisse aller en roue libre, plus cet ego, cette identité devient maître à bord, plus ce fonctionnement devient automatique, automatisé et prend les rênes du corps et du mental. Donc notre essence profonde, notre nature véritable, notre pleine conscience, ce champ de conscience beaucoup plus large que la pensée, eh bien, on n'y a plus du tout accès. Et on pense juste être ça, être ce jeu, être ce moi, avec cette identité et ces souvenirs et ce vécu et cette manière de percevoir le monde. Et c'est ça qui pose la plupart du temps les problèmes. Selon, encore une fois, le bouddhisme ou d'autres enseignements, c'est cette incompréhension de notre véritable nature et cette identification à la forme physique et à l'identité qui est à la base de toutes les souffrances. Parce que par définition, le mécanisme égotique est toujours insatisfait. L'ego, c'est aussi la peur, parce que c'est un mécanisme de survie. Donc, il a besoin de la peur, et la peur est vitale. Mais lorsqu'il y a un danger immédiat, et on en a besoin. Mais lorsque la peur, ce mécanisme-là, vient se cristalliser, s'engrammer, s'assimiler à des névroses, à des schémas limitants, à des croyances, à des traumas, eh bien, on vient développer tout un tas de peurs et de résistances et de blocages au sein de notre ego, au sein de notre sens de l'identité, qui nous crée par résonance une multitude de problèmes dans tous les domaines de nos vies, relationnels, de santé et autres. Après, l'ego, ce n'est pas que négatif ou positif, c'est juste que on n'a pas le mode d'emploi. Donc, Ouais, c'est comme un c'est outil, un c'est ça. processus qui devient anarchique, c'est un outil. C'est comme un marteau. Un marteau, c'est merveilleux. Tu peux construire ta maison, ton abri, ou tu peux fracasser le crâne de quelqu'un. Et l'ego, c'est un peu la même chose en fait. C'est comment est-ce qu'on utilise cet outil. Donc avoir une approche, disons spirituelle, une conscience plus large de la vie, ce n'est pas avoir une dissolution totale de l'ego. C'est comprendre l'avatar, comprendre le jeu, comprendre le moi dans son processus, mais comprendre aussi cet espace beaucoup plus vaste et ce champ commun que nous partageons, qui est notre véritable nature. Donc c'est presque une vie à différentes dimensions à tous les instants. Je passe par je passe par Steve pour vivre et interagir avec cette dimension physique, mais je n'en suis pas prisonnier. Je les utilise comme des interfaces. Je passe par ce programme-là. Et en même temps, comme j'ai compris ce programme et que j'acquiers des clés par ma compréhension, le fait de comprendre qui je suis, la connaissance du moi, eh bien, je commence à découvrir le mode d'emploi. Pourquoi cette peur? Pourquoi cette névrose? Pourquoi est-ce que je répète cette chose de mes parents, de mes grands-parents ou de ma lignée? Et je vais commencer à déprogrammer, à désengrammer des schémas limitants, des peurs, des croyances qui me coupent de choses que j'aurais pu faire dans ma vie, où je vais commencer vraiment à trouver le chemin en moi pour justement exprimer mon plein potentiel parce que je fais de la place. J'enlève toutes ces résistances et ces peurs et ces blocages. Comme je comprends que cet ego, lui, il a fait ce qu'il a pu. C'était aussi un mécanisme de survie. Donc, dès que je le remets à sa juste place, que je me suis pas identifié à lui, forcément, le véritable potentiel, la véritable essence, l'âme, l'instinct, va pouvoir jaillir. L'ego, le penseur, reprend sa juste place. L'ego, c'est pas que se penser supérieur aux autres. C'est aussi avoir peur, c'est aussi se sentir inférieur, c'est aussi ne pas se sentir légitime. Tout ça, c'est l'ego. C'est l'idée qu'on a de nous-mêmes, en fait. Donc, pour terminer sur l'ego est un terrible maître, mais un fantastique serviteur. C'est très fort parce que tu me mets vraiment en exergue. Il y a vraiment des choses qui ressortent de fou où je me dis, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués là-dedans parce qu'en fait, ils sont bloqués dans la peur, quoi. Ils sont toujours en train de tu vois, sur la défensive. Ils osent pas, en fait. Ils osent pas essayer. Ils osent pas tenter. Ils n'osent pas sortir de tous ces schémas dont tu es en train de discuter, qui sont engrammés. Et c'est vrai que moi, la plupart du temps, quand les gens arrivent chez moi, ils sont déjà un petit peu plus, alors j'utilise le terme éveillé, peut-être complètement à tort, mais dans le sens où je me dis, ok, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc déjà, pour moi, vous êtes déjà un peu plus conscient, hein, pour rester sur les termes qu'on a utilisés. Et en fait, je me rends compte que ce qui me fascine autant dans l'anxiété, la dépression, burn-out, ces choses-là dans lesquelles je suis vraiment très spécialisé, eh ben, j'aurais jamais mis la spiritualité et l'ego dedans, mais en fait, ça en fait complètement partie parce qu'encore une fois, intrinsèquement, tout est lié. Mais là, tu me donnes une capacité de compréhension et d'accrocher des points. Je me dis, mais 100%, et c'est un truc de fou parce que tu vois, je l'avais noté dans mes questions. Oui, les gars, des fois, je note des questions.
Eh ben, j'avais noté dans les questions, je dis, mais en fait, l'anxiété, impossibilité de se connecter au présent et donc à sa spiritualité, qui est le fait de vivre le moment. Et en fait, c'est quelque chose que je me rends compte où les gens sont incapables de vivre le moment, incapables de faire tout ça. Et là, tu vois, mon ami, tu es en train de m'ouvrir un truc où je me dis, mais il n'y a pas d'hasard en fait. Encore une fois, cette potentiel, cette connexion de discussion me dit, c'est pour ça qu'il faut que j'y aille. C'est pour ça qu'il faut que j'aille plus dans ce champ, entre guillemets. Bah, écoute, c'est super que tu le reçoives et que tu l'exprimes de cette manière parce qu'effectivement, un des, un des freins à notre cheminement de conscience et ce que l'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est cette fragmentation. C'est de penser que la gestion des émotions, c'est ça, la gestion du stress, c'est ça. Encore une fois, de voir les choses de manière analytique. Ce qui aussi, à mon sens, est le problème de la psychanalyse lorsqu'il n'y a pas implémentation de la méditation, de la pleine conscience pour avoir un regard global sur la personne dans toutes ses dimensions, sans chercher tout le temps à décortiquer la petite chose là, et parce que là, ça nous remet dans une fragmentation. Donc, comprendre que notre guérison, le fait de prendre soin de nous, de retrouver cette harmonie, de retrouver cette capacité d'exprimer pleinement notre essence et ce pourquoi nous serions venus. Évidemment, on a besoin de ces complexités, de ces frictions. Ça, c'est le mécanisme même du vivant. On l'observe dans la biologie, c'est comme ça. Donc, évidemment, on ne rejette rien de ce qui est le fonctionnement de l'intelligence suprême de l'univers. Mais maintenant qu'on a d'autres clés de lecture, on peut se dire qu'une des clés, dans tous les cas, le sommet de la pyramide, c'est notre état de conscience. Plus on va avoir une conscience profonde, large, qui englobe la globalité de la vie dont nous sommes la pièce, la pierre angulaire au sens, la vie, on l'aperçoit par le prisme de ce que nous sommes au départ. Plus on va s'englober dans ce processus dynamique que prend la vie et la conscience, et qu'on va comprendre que tout ce que nous, on fragmente et on met dans des petites cases, en fait, ça fait part d'un seul et même mouvement, plus on va pouvoir facilement avoir des accès. Donc, c'est notre état de conscience qui détermine totalement notre expérience de vie. Et l'état de conscience, il se nourrit évidemment de plein de manières. Il se nourrit en prenant soin du corps, parce que le corps, c'est le véhicule de l'âme, donc le véhicule de la conscience. Et c'est notre capacité à recevoir cette conscience et à recevoir le monde. Il se cultive évidemment dans la dimension sociale, relationnelle, parce que plus je vais raisonner, interagir, communiquer, comme on le fait là, dans des investigations communes, dans le fait de vraiment se pousser dans l'échange, qu'il soit physique, qu'il soit dans l'idée, qu'il soit dans la spiritualité, si on utilise une nouvelle fois ce terme. Mais plus je vais avoir cette interaction positive et vertueuse avec d'autres, plus forcément je vais prendre aussi ce chemin-là. Et puis elle se cultive de plein de manières. Tout ce qu'on va faire, l'alimentation, tout ce qu'on va nourrir, toute la manière dont on va se nourrir, qu'est-ce que l'on va regarder, qu'est-ce que l'on va écouter en termes de musique, en termes de fréquence. Est-ce que je regarde les informations? Quelles informations je regarde? Quelles sont mes lectures? Combien de temps est-ce que je passe devant un écran? Est-ce que je médite réellement ou est-ce que je suis en train de cogiter en étant assis? Est-ce que je sépare la méditation assise de mon état de pleine conscience lorsque je vais acheter mes fruits et légumes? Est-ce que l'interaction que j'ai avec un caissier au supermarché, c'est pas un travail tout aussi spirituel que quand je récite des mantras? Donc c'est toute cet état de conscience global où on comprend que finalement l'expérience même de la vie d'un être humain n'est qu'un processus qui peut être perçu comme une opportunité d'éveil permanent dans toutes les situations, du matin au soir et dans chaque respiration. Et elle est là, la spiritualité. Elle n'est pas hors de ça. C'est pas dans les temples en haut de la montagne, et Dieu sait que moi j'adore aller en retraite en haut des montagnes. Mais la spiritualité, elle est partout. Elle est dans les conflits, elle est dans les choses dégueulasses, entre guillemets dégueulasses, mais ce que je veux dire, c'est toutes ces zones d'ombre que nous, on a honte, dont on ne veut peut-être pas être confronté. Elle est dans nos peurs, elle est dans nos névroses, elle est dans ce qu'on considère être comme nos failles, nos faiblesses, elle est dans nos moments de joie, elle est dans nos moments forts, elle est dans nos qualités. Elle est partout, la spiritualité. Elle est quand tu te fais une omelette dans le matin ou quand c'est la dernière fois que tu vas tenir la main de ta grand-mère en lui disant adieu. Elle est partout, la spiritualité. Et c'est ça, en fait, que l'humanité doit vraiment
comprendre au sens chacun, l'humanité, nous, l'être humain, c'est que c'est pas quelqu'un qui va nous dire où est le chemin de l'éveil en haut de la montagne, que c'est nous dans tout ce que l'on fait. Il est là notre éveil. Il est là. Et ça, c'est pour moi la grande porte du chemin de conscience. C'est de comprendre que tout ce qu'on vient expérimenter là, expérimenter dans cette vie, est autant d'opportunités de s'éveiller ou d'investiguer sur soi ou de comprendre certaines choses. Et tout en acceptant le mystère de tout ça. Parce qu'au final, on dit, ouais, mais c'est super, je suis plus spirituel. Et au final, quoi? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Celui qui a la réponse, je crois pas qu'ils sont encore venus. C'est au-delà même du bien, du mal, d'arriver à une fin. C'est. Certains ont des appels d'éveil, sont naturellement animés par cet amour du vivant et cette expérimentation profonde de la vie. D'autres, pas du tout. Mais c'est comme ça. Ça fait partie du tout et de la multiplicité et du grand mystère de ce qu'est l'univers. En tout cas, à ce stade de notre évolution de conscience, on n'a clairement pas la réponse. Mais on peut sentir qu'il y a une direction. Et que cette direction, on peut appeler l'amour, celle que l'on ressent pour certains êtres qui nous font découvrir cette force, une fois qu'on l'étend de plus en plus aux différentes dimensions de la vie et aussi envers nous-mêmes et envers toutes les formes de vie, bah là, il y a une magie qui s'opère. Parce que cette force qui permet la vie, qui permet la création, qui permet d'infuser de nouvelles âmes, à l'origine, hein, cette force d'amour-là, une fois qu'on la laisse prendre de plus en plus d'espace dans notre chemin, toutes les portes s'ouvrent. Et ça, c'est ce que toutes les religions, finalement, nous transmettent, même si c'est dit différemment. 100% la force la plus puissante de l'univers, hein, l'amour, pour ne pas citer Interstellar. Mais l'idée, c'est vraiment aussi, quand tu parles de conscience, est-ce que on est d'accord sur le fait qu'il y a différentes strates, qu'il y a peut-être des personnes qui ont un petit peu de difficultés, voire de limitations. Alors, est-ce que là, on va partir sur un peu la métaphysique, est-ce que c'est leur première vie, leur prochaine vie, etc. Je te laisse décider de ça. Mais moi, j'ai aussi envie de t'implémenter la question de la construction identitaire. Je pense qu'il y a vraiment, alors pour rester sur quelque chose d'un petit peu plus, entre guillemets, connu, même si c'est pas vraiment ça, mais ta growth mindset et t'as le fixed mindset. Est-ce que justement avec cette création identitaire, on va pouvoir essayer de Mhm. construire de nouvelles strates, ou est-ce que on est aussi de nouveau en train de se limiter? Parce que moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis là. Julien Pinault, qui est un de mes mentors, hein, au niveau du Strong Fit pour le coup, dit souvent on est tout le temps non-stop dans la ségrégation d'informations. C'est-à-dire que je prends, voilà, il dit pour le coup c'est une expérience, c'est le crapaud mort, et je regarde comment le crapaud réagit. Mais le crapaud est mort. S'il est mort, ça veut dire qu'il ne réagit pas comme ça quand il est vivant. On est tous d'accord là-dessus, ce n'est pas le même état. Et en fait, il dit, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, on prend des informations, voilà, on va prendre une jambe qui n'est pas sur un être humain, on va dire, c'est quand même bizarre, ça se plie, je me demande à quoi ça sert. Mais en fait, ça sert à marcher. Mais tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas avec le système. Donc là, moi j'ai appelé ça l'intégration fonctionnelle avec Julien. L'intégration fonctionnelle où en fait, tu vois la jambe sur l'être humain. Et en réalité, tu vois, ben, c'est l'image que j'ai par rapport à ce qu'on est en train de dire. C'est qu'il y a des gens qui regardent la jambe comme ils regarderaient la spiritualité, avec ce côté, il faut être au-dessus d'une montagne et tu sais, faut fumer un gros bédo. Mais non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit justement. Même si on va y venir, hein, au niveau chamanique et tout ça, j'ai des questions là. Mais c'est ce côté, ok, essayez d'aller sur cette intégration fonctionnelle, quoi. Essayez d'aller voir un petit peu plus loin que ça. Donc, pour recentrer un peu la question, je suis désolé, Steph, cette discussion est incroyable, mais Non, c'est bien, on y va. merci à toi, merci à toi. Donc, on y va, exactement. Euh, Est-ce que tu penses que on peut être limité par rapport à la création identitaire, l'identité qu'on se donne? Totalement. Mais encore une fois, ne nous limitons pas justement à une perception de vie où il y aurait une manière de vivre idéale. C'est ça. On en revient à ce processus dynamique. Et d'ailleurs, je reprends l'exemple de la jambe que tu employais. Si nous, on a deux jambes, on a cette chance, tu nous enlèves une jambe. Est-ce que cette jambe qui est hors de nous, c'est encore notre jambe? Ah, j'ai Est-ce envie que de te dire oui, mais c'est oui. où est le jeu? Il habite où? Ça, j'ai pas de Il habite réponse. dans la tête? Ah ouais. Il habite dans le cœur? Il habite où en fait? Donc on parle de construction identitaire, mais si nous, c'est cet être humain avec ses deux jambes et ses deux bras, qu'on nous enlève nos deux jambes et nos deux bras, qu'est-ce qu'on est? Tu vois ce que je veux dire, c'est que la Ouais, conscience, elle est non complètement. localisée et on aura beau regarder même dans le cerveau,
on trouvera pas le siège du jeu. On trouvera pas le siège de l'identité. Donc oui, il y a certaines cellules, certains synapses, si on prend une vision très occidentale, où tu dis oui, potentiellement, même si on comprend vraiment pas encore le cerveau, potentiellement la représentation du soi se logerait dans telle partie cérébrale activée à tel moment. Mais au final, où il habite vraiment ce penseur? Lorsque tu fais un body scan et que tu portes ta conscience à ressentir intensément ta main gauche et que tu ressens intensément cette main gauche, elle est là aussi la conscience, elle est aussi dans cette main. Donc on en revient à cette idée de oui, l'identité créée de manière consciente, tu te crées un avatar plus beau, plus conscient, plus respectueux, merveilleux. Mais il faut toujours être conscient que ça ne reste qu'une création. Et on en revient encore une fois à une vie multidimensionnelle, c'est-à-dire que reprogrammons-nous de la manière la plus merveilleuse, de la perfect picture de ce que tu veux être, l'être que tu veux incarner, ton avatar, le personnage que tu vas jouer dans cette dimension. Donc oui, prendre soin de toutes les facettes de ta personnalité, d'être le plus généreux, créatif, enthousiaste, heureux, épanoui, créatif, altruiste, tout merveilleux, allons-y. Bien sûr que l'on peut faire ça. Parce qu'une fois qu'on a compris l'ego, on peut se reprogrammer, hein, désengrammer un schéma limitant et remettre une autre construction plus vertueuse, plus harmonieuse et qui nous apporte de la joie et qui contribue aux autres. Génial. Mais dans le fond, ça restera pas plus nous que l'ego qui était pourri d'il y a 10 ans, au fond. Donc, oui, à un certain niveau, c'est très important de créer en conscience un personnage qui va nous permettre d'avoir une expérience humaine en tant qu'être spirituel la plus épanouie, la plus belle possible. Et j'en reviens, je sais que j'insiste beaucoup sur ce point-là, mais parce que c'est indispensable, qui contribue d'une manière ou d'une autre, où il y a une contribution dans ma mission de vie, oui, mais à un autre niveau, ça n'existe pas. Nous sommes tous parts de ce même champ de vie, de ce même champ de conscience. Et ça, c'est une expérience qui est dite non duelle. Évidemment, ça peut paraître extrêmement abstrait quand on n'en a jamais fait l'expérience, parce qu'on nous a jamais éduqués à avoir des expériences non duelles. Il faudrait pouvoir commencer très jeune, enfant, à méditer en fait, à avoir des moments où tu observes tes sens, c'est-à-dire ce que ton corps physique peut recevoir de la réalité, de la conscience, du champ de conscience, c'est-à-dire tu vas ressentir le corps, les sensations corporelles, tu vas tu vas entendre les sons, tu vas faire attention aux odeurs, aux goûts, aux images, les yeux ouverts ou derrière les paupières, et puis tu vas même pouvoir observer la pensée et le penseur dans son fonctionnement. C'est ça, si tu l'apprends très jeune, en fait, tu vas voir que tu es beaucoup plus un champ de conscience ouvert dans lequel tu peux percevoir toute cette expérience plutôt que le penseur au centre qui se perçoit être le point unique en fait de l'expérience. Donc c'est notre manière de zoomer, dézoomer. Une fois que tu intègres ça dans ta compréhension de la vie au quotidien, tu repasses par l'avatar que tu as reprogrammé de la manière qui te semble la plus harmonieuse et en phase avec ton idéal finalement. Mais au fond, nous restons la même chose. Nous restons ce champ de conscience unifié. Et passer un certain degré, je dirais, de sensibilité, d'expérimentation, c'est la pilule rouge dans Matrice. Tu peux plus faire marche arrière. Tu peux plus penser que tu es cette chose-là, limitée et séparée. Tu fais l'expérience, tu es un œil de Dieu, tu es un atome de l'univers, tu fais une expérience par ce prisme-là, mais ce n'est pas toi au fond. Au fond, il n'y a que l'univers. Il n'y a que ça. Très très fort. Et c'est là où... je rajoute juste un truc, excuse-moi de te couper, parce que ça m'en vient, là, j'en ai déjà parlé, mais en quelques mots, hein, ce que nous disent aussi, grâce aux avancées, notamment en physique quantique, en biologie, etc., ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, même en Occident, on comprend, c'est Nassim Haramein qui en parlait il y a peu de temps, on comprend que réellement le corps physique capte, donc nos êtres captent ce champ de conscience unifié dans lequel il y a l'information universelle. Donc nous baignons tous dans cette conscience qu'est l'univers. Donc ça, on le capte par le biais du corps physique. Mais que le cerveau est générateur d'expériences individuelles. Certainement là où se loge l'identité et l'esprit, et ça n'en réduit en rien son caractère
important, vital, beau. C'est-à-dire qu'évidemment, à un certain niveau, il y a une forme d'individualité parce que ne serait-ce qu'au niveau du cerveau, on la génère, cette expérience, on la vit. Donc l'univers, c'est presque la conscience s'expérimentant elle-même qui a créé une myriade de sous-divisions de conscience pouvant s'expérimenter par une infinité de regards. Alors on en revient à Interstellar avec toutes ces cordes dans tous les sens, qui je trouve est un film tellement brillant parce que Oui. en images, on peut avoir ces insights de qu'est-ce que serait finalement le tissu de conscience derrière notre perception limitée de la réalité par nos 5 sens. Ouais, parce qu'on est limité par les outils, en fait, tant scientifiquement que physiquement ou spirituellement, tout ce qu'on C'est veut, ça. on est limité par nos outils de perception. Ouais, Ouais, ouais. très fort, très fort. Et c'est Mais on là a où accès à quelque chose d'autre c'est ça, toujours en aller même temps. chercher plus loin. Je me rends compte qu'il y a vraiment des choses que je fais pas, tu vois, et ça m'élève. Parce que je me dis, tiens, c'est vrai que j'ai tendance à peut-être un peu trop m'extraire aussi des gens, tu vois. Par exemple, c'est un exemple très simple, mais j'ai tendance un peu à m'extraire en me disant, oui, mais j'essaye d'aller vers cette bienveillance, j'essaye d'être fort pour être utile, j'essaye de pouvoir transmettre toujours avec cette idée de non-jugement. C'est des choses qui m'impactent parce que c'est des valeurs qu'on m'a inculquées, mais aussi avec lesquelles je résonne beaucoup parce qu'on a essayé, comme tu dis, hein, aussi enfin, tu prends ce qui t'intéresse au final et tu gardes surtout ce qui te construit. Mais c'est vrai que ici, j'ai une petite question. Est-ce que cette inconscience des choses, cette incapacité justement tu sais, à faire tout d'un bloc, donc on a vraiment cette envie toujours de fragmenter. Est-ce que cette envie de toujours fragmenter, c'est un peu une inconscience des choses? Et est-ce que cette inconscience des choses pourrait être aussi une des sources, non pas la source, mais une des sources de nos maux, tels que les traumas, les maladies, ce genre de choses. Totalement. Totalement au sens où qui dit conscience dit perception globale des choses. Vipassana, ça veut dire vision pénétrante. Quand on développe ce qu'on peut appeler une vision pénétrante des choses et de la nature des choses, même si nous restons limités par le fait d'être humain finalement, on développe tout de même une vision pénétrante. Donc on comprend beaucoup plus la nature des choses. Si je prends un exemple de la nature des choses, on en revient par exemple, disons, au corps humain. On le voit comme ça, mais grâce aussi bien à la science moderne, la physique quantique, la biologie, que la méditation, comme c'est utilisé depuis des millénaires, ou les états de conscience élargis, tu peux percevoir que ça, ce n'est que de la vibration pure, qu'il y a un mouvement total entre tes tissus, tes cellules, tes molécules, tes atomes, et puis après, à l'échelle quantique, et certainement bien plus petit, parce que ça va à l'infini, il y a que de l'énergie pure. Donc ça, tu peux en faire l'expérience, tu peux le comprendre. Ça, par exemple, c'est développer une vision pénétrante, de comprendre la nature mouvante et impermanente de toute manifestation. Donc si tu développes cette perception-là et que tu l'appliques à la globalité de ton expérience, forcément, ça transforme toute ta perception du monde. Mais je te donne des exemples, je sais pas, très, très bateaux, mais quand tu vas prendre dans tes bras le corps physique de ta femme, de la personne que tu aimes, en étant conscient d'autant plus de son impermanence, ne vas-tu pas d'autant plus célébrer ces instants précieux de vie avec elle, sachant que ça va s'arrêter et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc c'est tout ça pour dire, je te prends vraiment un truc comme ça vient là, mais c'est Et ça me parle. toujours l'inconscience qui réduit la qualité de l'expérience. C'est-à-dire que l'inconscience, c'est comme si on voyait une grande zone d'ombre et que la conscience, c'était une lumière qui venait éclairer et révéler le relief des choses. Donc la conscience, on peut aussi mettre ce synonyme de lumière. Pour ça, j'aime bien le terme guerrier de lumière qui nous parle. C'est vraiment venir éclairer certaines zones. Et une fois qu'on les éclaire, eh bien, on va pouvoir naviguer avec cette conscience plus illuminée, plus renouvelée. Je fais illuminée, pas au sens illuminé comme on peut imaginer, hein, mais vraiment illuminée. Il y a une lumière en toi qui perce certains ténèbres. Et donc, de l'inconscience naît eh bien, une compréhension profonde des choses qui, évidemment, par logique, en fait, transforme ton comportement et ton état d'être. Est-ce que cette prise de conscience, l'un des outils, peut donc être la méditation un peu comme moyen curatif de l'âme? Je sais que tu avais dit ça dans une de tes vidéos, ça m'avait bien marqué d'ailleurs, de l'esprit et du corps. Donc vraiment la méditation comme moyen curatif de l'âme, de l'esprit et du corps, mais aussi
du coup de ce Mmh. qu'on est en train de dire, Mmh. de conscientisation des choses, pour justement peut-être apprécier un petit peu plus cette expérience qui est nos vies en fait. Eh bien, moi, je pense pas avoir dit curatif de l'âme, mais clairement comme vecteur d'élévation de l'esprit, euh, d'éveil. Parce que si on fait toute petite parenthèse métaphysique, selon ma perception, et encore une fois, je me base sur des expériences d'état de conscience élargie ou ce que je reçois de mes mentors ou ce que j'ai reçu. L'âme, donc, c'est de la somme d'informations qui doit être traitée au long de la vie. Laissons cela de côté pour l'instant. Disons juste que l'âme, c'est notre essence profonde et qu'après, il y a le corps physique et le mental, disons l'esprit, fait partie du corps physique finalement, si Ok. on travaille sur la sémantique. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que esprit, ça peut être synonyme d'âme dans certaines cultures. Ouais, tout à fait. Donc disons le mental, D'accord. disons l'âme, et après le mental, qui est en fait quelque chose de très physique, c'est l'activité du cerveau. On en revient à cette expérience générée par le cerveau. Ouais, Donc je merci. dirais plutôt que la méditation n'est pas un moyen curatif de l'âme, mais c'est un moyen de permettre à l'âme de s'exprimer par le corps physique. L'expression de l'âme alors. Exactement. Parce que tu permets à la pensée de reprendre sa juste place, de ne plus prendre toute la place dans le système et donc de bloquer la réception d'informations. Donc tu remets la pensée à sa juste place et le penseur est l'activité de l'ego. Et si on considère que l'âme, c'est notre essence profonde, tu lui permets de se révéler et de s'exprimer dans cette dimension physique. Donc oui, la méditation est, à mon sens, la faculté, et ce n'est pas une pratique, c'est un état de pleine conscience que l'on devrait pouvoir cultiver au quotidien. Donc, et de manière formelle, de par l'assise et les différentes manières d'accéder aux états méditatifs, même si au fond, il n'y a qu'une méditation authentique, hein, c'est être totalement avec ce qui est. Et ça, bon, il y a plusieurs manières pour y aller de manière pédagogique et progressive. Mais ça, on l'avait aussi compris depuis des millénaires, et c'est le principal enseignement, notamment de Siddhartha de Gautama, le Bouddha, mais ça rejoint ce que pouvaient dire d'autres grands sages comme Socrate, comme le Christ, et bien d'autres. Et finalement, Bouddha, ce qu'on appelle le Bouddha, c'est un état. Nous sommes tous des Bouddhas. C'est un état dit de bouddhéité. Et en fait, l'état de Bouddha, c'est l'état du non-soi. C'est-à-dire que tu réalises, justement, encore une fois, faire part de ce tout. Donc, tout le monde est Bouddha. C'est un état, c'est pas une personne, Bouddha. On Tout dit le monde le est Bouddha, mais Bouddha ou peut être Bouddha. tout le monde est Bouddha par essence, Ok. mais c'est l'ignorance parce que suridentification au soi, à ce mécanisme qui est devenu anarchique et qui devient une entité quelque part en toi qui prend le dessus sur ta véritable essence, qui te coupe de cet état de bouddhéité que certains pourront dire était notre état originel lorsqu'on s'est incarné, que tu regardes un enfant, la pureté Oui, qu'il a dans c'est ses yeux, ça. sa Les manière de percevoir, enfants il est en éveil, il est totalement en éveil. Donc l'ego, c'est à ce moment-là que si on avait voilà, fantasmons un peu, on a une civilisation complètement différente et dès que nos enfants s'incarnent, on commence à les éduquer d'une manière où on va permettre à l'ego d'être le serviteur et l'operating system avec l'avatar le plus merveilleux possible pour la paix, la joie, l'épanouissement de l'enfant, mais que dès le départ, on permet à la conscience de passer par le corps de cet enfant. Et cette conscience universelle, car nous sommes tous des vecteurs de cette conscience universelle, de passer par nous. Donc le prisme de l'ego est à sa juste place, il ne bloque pas, il n'obstrue pas la réception de la conscience, il est juste ce qui permet au corps physique et finalement à cette existence d'interagir de manière harmonieuse avec l'environnement, avec cette dimension. Il a fallu visiblement un ego pour pouvoir interagir dans la dimension physique. Si nous étions, encore une fois fantasmons, dans un monde différent, dans une dimension différente qui ne soit pas physique au sens que nous connaissons, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin d'ego, peut-être qu'on aurait été de la vibration pure, qui n'aurait pas eu besoin de se repérer par un ego ou qui n'aurait pas eu besoin de survivre parce qu'on n'aurait pas eu de corps physique à défendre. Tu vois, si on était une autre forme de conscience purement éthérique, purement âme, sans corps, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'ego puisqu'on n'aurait pas besoin de se repérer et de se sentir séparé d'un danger, d'un précipice, d'un animal sauvage ou autre. Donc c'est aussi, tu vois,
Ouais. changer un peu le prisme de perception pour bien comprendre que l'ego, il est, oui, indispensable, mais il n'est pas nous. Serviteur ou maître, en fait, comme tu disais tout à l'heure, hein, Mm, c'est un petit peu ça le choix. Et mm, ça me fait penser à quelque chose quand tu dis tout ça. J'aime beaucoup ce genre d'exercice-là. Et là, il y a quelque chose qui me vient un peu à l'esprit où je me dis, en réalité, on est dans un monde peut-être lié à ce prisme-là aussi avec les besoins, la peur, la sécurité, ces choses, l'insécurité ou l'insécurité, les deux vont aussi, qui est en fait un monde où on veut avoir. Et en réalité, dans un monde un petit peu, comme tu disais, fantasmé, où on serait un petit peu des êtres éthériques, etc., est-ce qu'on se contenterait pas d'être en réalité et que ça enlèverait pas mal de problématiques? Certainement, hein. Et encore une fois, je pense qu'on utilise un peu ces allégories, ces métaphores et Ouais, bien cet sûr. imaginaire parce que ça nous permet, comme ce que l'on expérimente grâce à la fiction, grâce au film, grâce aux arts, hein. C'est pour ça que l'art, c'est quelque chose de profondément puissant et que ça peut vraiment être des vecteurs d'éveil de la conscience C'est parce que ça. ça nous permet de changer nos prismes de perception et s'ouvrir à d'autres manières de considérer les choses. C'est pour ça que l'art, c'est vraiment une des créations les plus merveilleuses de l'humanité au final. Et C'est petite et parenthèse, au universel. risque de te parler, mon épouse fait des peintures, donc elle est artiste peintre du coup, et elle fait Mmh. des peintures méditatives. Waouh, Donc magnifique. quand elle fait ça, je ne peux pas être là. Bravo. J'ai Elle vraiment reçoit, elle télécharge. exactement. Et en fait, on a essayé, hein, on a vraiment essayé de faire ça. J'étais pas dans la pièce, rien du tout. Et elle a vraiment, voilà, toute une pratique un petit peu ritualisée comme ça, Mmh. où elle se reconnecte. Elle est très, très éveillée sur ce genre de choses. D'où le fait que, voilà, ça Mmh. m'intéresse d'autant plus. Mais la puissance qu'elle arrive à mettre dans ses œuvres, où en fait, il y a vraiment des femmes qui viennent connecter avec ça, beaucoup plus que Mmh. des hommes, ça arrive, hein. Mais il y a vraiment des femmes qui arrivent et qui disent, c'est ma peinture en fait. Je sais pas ce que tu as Mmh. fait avec ça, mais il y a vraiment quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose où elle me dit, je ne sais pas exactement t'expliquer, Mmh. t'exprimer, mais c'est un tout qui façonne quelque chose. Et en fait, ben là, ça fait qu'encore une fois, c'est une nouvelle perception que j'en ai parce que tu me dis, parce qu'elle est très certainement beaucoup plus connectée. J'utilise ce terme, encore une fois, peut-être pas le bon, mais elle est beaucoup plus dans ça que moi. Et donc, elle Mmh. arrive à exprimer des choses, mais à travers son art. Et elle le dit, ça, c'est de l'art méditatif. Il y a des choses qui ne le sont pas, mais ça, Mmh. c'est méditatif. Donc Bravo. voilà, je voulais te transmettre cette info parce que ça, c'est juste pour plus soyer sur le fait que pour moi, effectivement, on l'a vu quand il y a eu des choses comme le Covid, etc. L'art, l'événementiel, des choses comme ça, c'est vraiment des parties du monde qui ont extrêmement ramassé. On n'a pas du tout aidé les gens qui étaient dans l'art et dans même peut-être la spiritualité. En toute honnêteté, je saurais pas te dire, mais en réalité, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de notre véritable nature d'homme, quoi, d'humain, d'être De créateur, de créatif. créateur. Ouais, ouais, ouais. Euh, Merci hein, de partager. Grand bravo pour ta femme. C'est gentil. Magnifique. Tu sais, je pense un peu à ce qu'on s'est dit offline, mais on parle de spectre autistique Ouais, en Occident. ouais, mais Mais 100%, mais 100%. un de mes mentors au Népal, il me disait hein, dans ses transmissions que ce qu'on appelle les autistes en Occident, on les appelle les guérisseurs là-bas. Donc il faut aussi remettre les choses en perspective. Des gens qui ont des perceptions différentes de la norme, telle que on nous dit ça c'est normal, ont accès à des choses différentes. Et des gens qu'on peut même appeler handicapés, en fait, ils captent des choses que la plupart d'entre nous ne capteront jamais. Et ils ont une sensibilité beaucoup, beaucoup plus forte sur certaines choses subtiles. Et là encore, on en revient à une des grandes limites du conformisme et du conditionnement de la société, de la civilisation telle qu'elle est. Donc forcément, il y a une perfection dans la multiplicité des différentes sensibilités et des différentes capacités à capter certaines choses, à les retranscrire pour les amener à raisonner avec d'autres personnes et finalement les amener à pouvoir cheminer en elles et dans leur conscience. Et c'est là où c'est magnifique de pouvoir faire ce pont entre art, et tu parlais d'art méditatif, et à mon sens, l'art véritable, c'est quelque chose de profondément mystique. On parle pas du design, on parle pas de je vais faire un truc pour plaire et vendre tant. On parle de quelque chose qui vient tellement de la nécessité de créer, c'est tellement viscéral que ça touche une mystique, que ça dépasse même l'artiste. Il devient un vecteur de quelque chose de beaucoup plus universel que sa propre perception. C'est juste sa conscience qui retravaille les choses d'une certaine manière pour les retranscrire et d'une manière singulière. Et c'est ça qui est beau. Et l'art est certainement une des choses qui contribue d'une part à notre éveil, mais aussi à notre survie, clairement. Hmm. Tu enlèves toute l'art, tout le beau de l'humanité,
je sais pas s'il reste grand-chose. À quoi bon, en fait, hein? C'est surtout Et oui, ça. et oui, la musique, là. Et puis je dirais que tout le monde a une capacité de s'exprimer, au-delà de dire talent, pas talent. C'est quelque chose qui est, on en revient à cette posture, à cette essence créative, créatrice. Nous sommes de puissants créateurs. Ça, on nous l'a enlevé de la tête, ou on nous a jamais permis vraiment de le réaliser, parce que ça aide pas à maintenir des masses, de les éduquer à comprendre à quel point ils sont merveilleux, ils sont puissants, ils peuvent être autonomes et indépendants, et à quel point ils peuvent créer leur avatar, leur réalité d'une manière en fait illimitée quelque part. Oui, ça n'aide pas à contrôler. Il faut mieux être dans des choses beaucoup plus limitées. Mais oui, l'essence de l'humain et l'essence humaine et les capacités, les habiletés humaines sont colossales. Et je pense que notre civilisation va finir par le réaliser. Nous avons Avant des de, capacités énormes en nous. avant de s'autodétruire, tu penses? Ouais, je pense. Et tu sais pourquoi je pense? Non, mais ça m'intéresse très fort. Parce que si on ne pense pas, ça n'arrivera pas. Ah là là, on pourrait finir le podcast là-dessus. C'était incroyable, merci. Mais t'as tellement raison. Et c'est vrai que je dis toujours aux gens, la première étape, c'est vraiment d'y croire, quoi, en fait. Et t'as raison. Et c'est vrai que moi, j'essaye d'être un optimiste bienveillant, en fait. J'essaye de voir la dureté du réalisme, mais je veux toujours voir que la tartine va tomber du bon côté, tu vois. C'est ce côté un petit peu, allez, on va le faire. Et je te remercie, c'est tellement fort. Simple, efficace, puissant. J'adore. Merci, Steph, vraiment. Merci à Et toi. j'ai envie d'aller sur le côté. C'est quelque chose que je connais pas du tout, et t'en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, les états de conscience modifiés, mais vraiment sur le sujet état de conscience modifié. Alors, psychotrope, ayahuasca, je sais pas trop, en toute honnêteté, je vais te faire confiance là-dessus, mais surtout ce côté un petit peu utiliser ces états de conscience modifiés vraiment pour arriver à aller chercher justement pas un mieux, mais un différent. Tu vois, Mmh. vraiment, ce côté un petit peu, c'est quelque chose qui me fait, je dois t'avouer, un petit peu peur, Ouais. mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire avec toi. Et je pense qu'il y a ce côté un petit peu, peut-être cette peur de perdre de contrôle ou de me perdre alors que je m'aime. Tu vois, j'aime la personne que je suis. Je sais pas, tu vois. Et je me considère pas du tout comme un hyper contrôlant, mais vraiment pas. Mais par contre, tu vois, toi, j'ai confiance. Je me dirais, OK, avec le Steph, j'irai, tu vois. Mmh. Mais je ferai pas ça avec tout le monde. Donc, j'aimerais vraiment que tu me parles un petit peu de ça, plus dans un état de voir, percevoir, Mmh. conscientiser différemment, plutôt que, voilà, récréatif, parce que c'est pas l'objectif du podcast, quoi. Mmh. Qui contrôle? Est-ce que c'est l'âme? Je sais pas. Je pense pas, en C'est fait. ça, c'est la question. Qui Ah, je pense pas. contrôle? Perte de contrôle, Je mais pense que c'est l'ego là pour le coup. Je pense que c'est l'ego qui me dit ouais, est-ce que tu voudrais vraiment être dans cette situation alors que je me considère pas du tout comme un hyper contrôlant. C'est ça qui est paradoxal en fait, hein. bon, comme on dit, hein, que ça soit avec les arts et les si riches et précieuses transmissions de nos ancêtres et des chamans et des sages et des guérisseurs, parce que ça, c'est pas d'hier, hein. Non, non, Encore une fois, on en revient à ce que je disais. Et moi, pour moi, c'est pas du tout une question de se mettre dans la case complotiste ou quoi. C'est juste par la force des choses. Il y a certains accès à la pleine conscience et à notre plein potentiel qui n'ont pas été répandus ou qui ont été diabolisés et supprimés de nos modes de vie. Eh bien, les plantes médecines, les entéogènes, hein, de la racine théo, comme enthousiasme à voir Dieu en soi, ont été diabolisés en Occident dans tout un contexte, Reagan, années 70, guerre du Vietnam, etc. Et aussi religieux. Enfin, c'est très complexe. Je veux oui, tâcher vraiment d'être synthétique, mais tout ça pour dire que ces choses-là, c'est quand même des sagesses et des choses qui sont déjà totalement naturellement présentes dans notre environnement et partout dans le monde, et utilisées depuis des millénaires dans la grande majorité de toutes les traditions, disons spirituelles et traditions même société, au sens société, hein. Tu as cité l'ayahuasca, mais l'ayahuasca, dans bien des peuples premiers, c'est central à la société. Ce n'est oui, pas que pour la divination. D'ailleurs, c'est pas que ce n'est pas que pour la divination. C'est parce que la connexion à l'esprit de mère nature, de la Pachamama, de la Madre Tierra, l'univers, le champ de conscience unifié, au final, c'est que des synonymes de ça, n'est pas séparé de la compréhension de la société en général. Il faut aussi repenser et repercevoir l'Occident comme une société qui a tué le sacré, ah où on ouais, n'a plus de 100%. sens du sacré. Donc nous, on regarde de par un prisme où on a grandi avec du matérialisme et des choses sans âme.
et des choses mécaniques et où on est séparé de la nature et donc de l'esprit de la nature. Forcément, dès le départ, notre perception, elle est erronée. Donc, si on reprend l'exemple de ces sociétés qui ont tant de richesses à nous transmettre, tout n'est pas parfait là-bas, hein, c'est juste, c'est l'humanité dans ce sont nos frères et nos sœurs, c'est l'humanité dans sa totalité. Ils ont à nous apprendre, on a des choses à co-créer main dans la main, mais aussi avec ce que les ancêtres et les anciennes générations, les anciennes sagesses nous ont transmises. On a Surtout. on a des choses merveilleuses qu'on a oubliées. Nous sommes une civilisation amnésique à bien des égards, mais en même temps, on a aussi ce que nous apporte aujourd'hui la physique quantique, les neurosciences, la science cognitive, la biologie. Donc il y a énormément de choses qui nous donnent accès, en tout cas, à un élargissement de la conscience et une évolution de la conscience. Pour parler de manière succincte donc des entéogènes, des plantes médecines, on pourrait dire psychédéliques. Donc, comme tu l'as bien compris et entendu, c'est naturellement présent dans toutes les cultures, enfin dans toutes les régions du monde depuis des millénaires, à l'origine de bien des religions telles qu'on connaît aujourd'hui finalement. Hein, quand on parle de tel prophète a dit ça, etc., tu peux être sûr qu'à un moment, tel ou tel prophète a utilisé les merveilles de la nature qui étaient naturellement là. Parce que comme nous sommes la nature, évidemment que quand il y a une connexion avec telle ou telle plante ou tel champignon, c'est parce que la conscience s'expérimentant elle-même et évoluant elle-même doit permettre à des espèces ou à des formes de vie ou à des formes de conscience d'interagir. Donc c'est ça aussi l'origine des plantes médecines. C'est pas des choses qui sont extérieures à nous qu'on prend où on va être défoncé. Ça, c'est une vision occidentale. C'est une certaine espèce, une certaine expression divine qui va en rencontrer une autre, que ce soit un champignon, des plantes, pour avoir une ouverture de ce vecteur-là permettant à la conscience de passer par ce vecteur. C'est un mécanisme quelque part, encore une fois, de l'univers, disons l'univers au sens même nature, pour évoluer et avancer. Donc c'est là. Et le grand problème aujourd'hui, c'est que, encore une fois, comme on n'a pas eu la bonne éducation, que ça a été diabolisé, que ce n'est pas célébré toujours de manière rituelle, mais au sens respect du sacré, respect de la dimension divine en nous et dans ces entéogènes que l'on va prendre, parce qu'il y a une interaction entre les deux. C'est pas que le champignon, c'est aussi le corps humain. C'est ce qui se passe entre les deux qui permet à la conscience de passer. On crée des portails en fait entre différentes dimensions, entre différentes formes, entre différentes intelligences. Donc ça, c'est toujours présent aujourd'hui, mais ce n'est pas pour tout le monde parce qu'un esprit, c'est comme la pilule rouge dans Matrix, un esprit trop conditionné, qui a trop de peur, ou même quelqu'un qui a vraiment de véritables pathologies, hein, que ce soit par exemple bipolarité profonde ou sujet aux psychoses, c'est vraiment pas pour tout le monde, hein, ces états-là. Mais en revanche, pour la grande majorité d'entre nous, si on a eu la bonne éducation, que c'est fait de la manière la plus respectueuse, sage possible, avec les thérapeutes qualifiés comme ça se fait maintenant aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Australie, on parle quand même de choses qui sont à la pointe de l'utilisation thérapeutique au niveau psychiatrie, hein, que ce On soit est pour d'accord. Ouais, on est l'addiction, d'accord. la dépression, l'anorexie qui est la seconde cause de mortalité des maladies psychiques, en tout cas aux États-Unis. Ouais. On parle quand même de choses qui sont utilisées par des éminents professeurs et des éminents chercheurs qu'on aille du côté de Stanford ou autre. Donc c'est pas non plus quelque chose qui sort de nulle part. Hein. Juste au regard de l'Occident et de notre civilisation On actuelle. On va en s'entend, ouais, parler de tout à plus en fait. plus Ouais. dans les années à venir comme étant les possibilités de premier plan d'un point de vue thérapeutique, à en fait avoir des éveils de conscience, des prises de conscience, des états de conscience élargis, mais de manière très directe. Alors certains diront oui, mais c'est un raccourci, oui, mais c'est trop brutal. Non, c'est là. Tout dépend de la manière dont on le fait, avec qui tu le fais, comment tu es préparé. Est-ce que tu as suffisamment été éduqué avant au niveau de l'intellect? Est-ce que tu as déjà médité? Est-ce que tu as été bien informé? Les thérapeutes ou les chamans, comment est-ce qu'ils créent leur cérémonie? Est-ce qu'il t'en faut une? Est-ce qu'il t'en faut deux? Est-ce que toi, ça va plutôt être la psilocybine, substance active des champignons? Ça va plutôt être la DMT? Je pense que de toute façon, on peut pas donner de réponse générique. Mais ce qui est sûr, c'est que cela fait partie de ce qui est sur Terre et que c'est une des portes majeures pour l'évolution et l'éveil de la conscience. Et je pense que nous devrions encore une fois visualiser et encourager
une réconciliation et de reconnaître à quel point nous avons besoin de ces véritables médecines, parce qu'on appelle ça des plantes médecines, qui ne sortent pas de laboratoire, qui sortent de la terre et qui sont là pour une bonne raison, dans l'intelligence suprême de la nature et de l'univers. Donc tout dépend de la manière dont on le fait. Mais c'est comme la méditation, c'est comme d'autres choses. Ça fait partie de ce avec quoi nous allons pouvoir évoluer et nous éveiller de manière collective. Fabuleux, hein, ce paradoxe de penser que quelque chose que la planète a mis là peut être vraiment une problématique, alors que c'est quelque chose qui a été créé par un être humain au-delà de zéro et qui permet de créer peut-être même des maladies. On va pas partir sur le complotisme, etc. Mais bref, un médicament créé de toutes pièces, on aurait tendance à mettre plus de confiance. Et c'est là qu'en fait, il faut encore une fois être capable de sortir un petit peu de la matrice, hein. J'aime beaucoup ce côté pilule bleue, pilule rouge, et accepter que on a quand même été un petit peu brain, voilà, brain quoi. On s'est fait un peu laver le cerveau par la société parce que c'était plus facile d'avoir des gens qui suivaient sans poser de questions. Mais on arrive quand même, je Et aussi par pense, inconscience, hein. 100%, 100%. Moi, je pense pas qu'il y a que, tu vois, c'est l'intelligence du mal et tout. C'est juste que quand tu Ah sais non, non, pas, je t'as suis pas d'accord. été éduqué. Forcément, tu vas pas éduquer ton peuple à prendre ce chemin. Hein. Qu'on s'entende bien aussi là-dessus. Hein. Ouais, C'est pas carrément. qu'une question Oui, je pense qu'il y a des gens clairement qui ont la conscience de vouloir manipuler les masses et qu'ils le font sciemment. Mais à mon sens, ce n'est qu'une minorité. Je pense Ouais, que la plupart du temps, tous nos problèmes, c'est que de la bêtise et de l'ignorance, ni plus ni moins. ouais, je Si suis on avait assez la d'accord. bonne éducation et la bonne utilisation de la méditation, des plantes, ça en revient au même que la bonne éducation qu'on devrait avoir sur notre corps, sur notre manière de respirer, sur notre manière de dormir, etc. En fait, c'est toute une question de compréhension, en fait, de comment est-ce qu'on peut, une nouvelle fois, vivre de manière harmonieuse avec l'environnement, Ouais. en nous et hors de nous. Ça c'est très beau, vivre de manière harmonieuse, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens, tu vas dire méditation, ils vont juste, tu sais, rester sur le truc un petit peu de la société, le hippie-ou, comme tu disais, quoi. Alors que pas du tout, on essaye de vivre en harmonie avec le monde. Dit comme ça, veut dire qui voudrait dire non à ça, en fait? Qui? Mais c'est vrai que tu as Et ça tout veut à pas fait dire raison. bien ou mal ou comme ci ou comme ça, Et non, c'est en ça, plus. 100%, exactement, mais c'est ça. Il y a vraiment pas de connotation. Mais là, on en revient aussi à cette société qui est. Alors moi, j'ai pas du tout vos connaissances au niveau oriental et je suis en train de les apprendre avec la naturopathie, tout ça. Et j'ouvre les yeux sur un monde où je me dis, waouh, en fait, on est vraiment encore une fois, mais tellement impacté par l'Occident en fait, et cette manière que l'Occident a d'opposer les choses, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de se dire, OK, on va arrêter d'opposer et on va essayer d'harmoniser à travers tout ce qu'on est en train de dire ici, quoi. Complètement. Voilà, donc beaucoup de discussions, beaucoup de questionnements, mais toujours cette idée d'harmoniser un maximum. Et puis surtout, ben, j'ose le dire, ce podcast, il est un peu en mode éveilleur de conscience. En tout cas, il se veut éveilleur de conscience. Donc je te remercie vraiment beaucoup, mon Steph, pour tout ça, parce que c'est vraiment très, très puissant. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu veux aller avant un dernier sujet, ou plusieurs, hein, moi je suis gourmand, notamment quand c'est des discussions comme ça, vers lequel tu veux aller avant que je te pose un petit peu les dernières questions de fin de podcast? Non, et je t'en remercie. Non, dans le sens où je pense que c'est déjà dense et on a dit beaucoup de choses. On est volontairement, pour ce goût de la navigation, parti Ah aussi un oui, peu dans le cosmos. Hein, c'est pour ça qu'on appelle les discussions cosmiques. On aime ça. Mais pour revenir quand même à des choses très très concrètes, il y a plusieurs manières de commencer à cheminer. Et moi, je ne pourrais qu'encourager vraiment à aller vers l'apprentissage et l'étude de la méditation avec tous les enseignements autour de la méditation, notamment de la mindfulness, de la pleine conscience. Il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs choses. Moi, je tâche de transmettre notamment par Instagram, via la communauté. Donc, c'est d'avoir de véritables voies de transmission, comme ce que tu fais, comme ce que les frères font, Pierre, Slim. C'est peut-être qu'on fait aussi partie de cette génération où on comprend que la vérité est un pays sans chemin. Je cite souvent Jiddu Krishnamurti, hein, je ne 100%. peux que Ouais. conseiller, mais personne n'a de vérité. Hein. On n'est pas des sages, on est arrivé nulle part. Mais ensemble, on peut faire le chemin. Si chacun fait sa part, sa petite part, d'écouter cette étincelle, d'écouter cette voix, que de manière individuelle, on va
laisser cette conscience passer de plus en plus par nous, eh bien, si chacun le fait déjà pour soi, c'est comme ça que le collectif va évoluer et va se transformer. Et c'est comme ça que notre civilisation va pouvoir s'éveiller. Et encore une fois, c'est pas une question d'utopie, c'est une question d'intention. Nous devons avoir une foi inébranlable et une intention extrêmement claire et forte pour que notre civilisation s'éveille. Parce que l'être humain est merveilleux, parce qu'on a beaucoup plus à expérimenter que ce qu'on imagine, et aussi parce qu'on emporte toutes les autres formes vivantes avec nous dans notre destruction. Les animaux, les végétaux. Nous, on emporte l'entièreté du vivant par notre inconscience. Donc, nous devons maintenir intensément et quotidiennement cette foi et cette conviction du fait que c'est pas que nous allons nous éveiller. Nous sommes en train de nous éveiller. Il faut y croire profondément. C'est comme ça que l'on va le co-créer. C'est comme ça qu'on va le manifester. Très très fort, je te remercie vraiment et on en reparlera, hein, c'est parce que ça fait partie des dernières questions, mais on va parler un petit peu aussi de ta communauté parce que je pense que justement cet outil qui est la méditation, qui peut justement être vraiment quelque chose qui peut être la première étape pour les personnes pour qui ça a parlé en fait, hein, ça a résonné. Je vais même dire ce podcast, on va vraiment en parler parce que je pense sincèrement que ta communauté c'est une première étape qui peut être vraiment vraiment très solide. Donc voilà, on va en reparler un petit peu à la fin, mais je te remercie pour ça. Du coup, on se dirige vers les dernières questions du podcast. Bon pour toi? Allons-y. Let's go. Alors, peux-tu me donner un livre, une œuvre ou un podcast que tu conseillerais et pourquoi? Est-ce que ça peut être plusieurs choses? Ça peut être, ouais, carrément. Ça peut être, ok. Bon, En fait, tu vois, tu as le rapid fire, moi je dis le long ouais, fire. rapide. Ouais, Longfire, bon, je tâche pas trop mes temps. J'en parle tout le temps, hein, je l'ai même cité là et je le dis encore et encore quand on me demande qui, mais vraiment, je vous encourage pour la lecture à lire Jiddu Krishnamurti, à écouter sa transmission. Il y a des enregistrements de ses satsangs, de ses transmissions sur YouTube. Donc vraiment, en termes d'autonomie de la conscience, non dogmatique, d'encourager les gens à trouver par eux-mêmes, ouverture d'esprit, je ne peux que conseiller Krishnamurti, vraiment. Après, heureusement, aujourd'hui, on a accès à une somme d'informations, mais qui est vaste. Donc, je dirais plutôt que quelque chose de manière précise, soyons exigeants dans notre manière de sélectionner l'information, parce que C'est si on prend ça. juste par exemple l'exemple de YouTube, il y a une multitude de choses. Donc, je dirais plus que vous donner un auteur là, c'est réalisons à quel point on a cette chance immense de pouvoir tout apprendre. Aujourd'hui, là, on peut tout apprendre, mais soyons extrêmement exigeants dans ce qui va pénétrer dans nos esprits, parce qu'on est bombardé d'une somme d'informations énorme au quotidien. Donc, prenons notre manière de nourrir notre esprit comme un véritable travail de l'être au quotidien. Super, c'est vrai que la pertinence des choix, en fait, il y a beaucoup de gens qui, à la limite, viennent et demandent est-ce que ça, c'est pertinent? Ben, ça Ouais. dépend, c'est la réponse à tout, en fait. Mais c'est vrai que Ouais. sélectionner la bonne information et surtout, je te remercie, Steph, de mettre le doigt là-dessus, ce que vous laissez pénétrer dans votre esprit, dans votre inconscient, dans votre conscient, tout ça, ça, par contre, c'est hyper, hyper important. Donc, merci beaucoup pour ça. Y a-t-il une citation ou un mantra qui te guide dans les moments difficiles? Ah, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est amour. Mhm. Amour. Dans les moments difficiles, dans les moments de lutte interne, de lutte spirituelle, entre guillemets, face à certaines complexités de la vie, du monde. Juste pour moi, le mot amour, c'est comme un mantra qui me met dans un état, je parle pas de l'amour romantique, hein, on revient à Mhm. ce synonyme de la force motrice de l'univers même. C'est J'ai le ça. sentiment que quand je prononce amour et que je le laisse vibrer, je remonte ma fréquence à quelque chose qui m'extrait justement peut-être de la petite identité de Steph qui peut-être est coincée dans une complexité et ce mot et cette connexion à ce que ça représente, eh bien, me donne ce pas de recul pour avoir cette vision plus large, plus méditative. Donc, amour, amour comme le katana du samouraï moderne, amour comme la lame du guerrier de lumière. 100%. Je le disais dans le podcast avec Pierre Dufresne, où je voulais m'entourer de l'âme aiguisée et de samouraï moderne, et mon ami, tu en fais partie largement, très largement. Alors j'aime bien celle-là aussi. Si tu devais laisser un seul message au monde, même si tu en as donné beaucoup et des très beaux,
lequel serait-il? Alors j'en reviens à ce que tu disais, hein, pour pas me répéter, pour pas étendre trop de choses, c'est la foi, vraiment la foi, mais la foi non dogmatique, mais la foi qui Mmh. part d'abord de la foi en soi. Si nous sommes venus en ce monde, si nous sommes incarnés, c'est qu'il y a une perfection dans notre existence. Et honorer cette perfection dont nous sommes l'émanation, l'expression, c'est avoir foi en soi. Donc la naissance de tout ce qui devient possible dans nos vies part de cette foi profonde en soi. Et quand je parle de foi, c'est surtout même pas une question de croire en soi. C'est même pas une question d'avoir confiance en soi. C'est encore au-delà de ça. C'est qu'il n'y a aucun doute possible. Tu es là pour une bonne raison. Et à partir du moment où tu sais de manière inébranlable et implacable que ce que tu as à apporter au monde et à laisser au monde va surgir, ça va naturellement émaner et se manifester dans la vie. Mais il faut la maintenir, cette foi. Il faut la cultiver. Et la naissance de la foi pour soi ou en soi directement donne naissance à une foi en général et une foi non dogmatique. Une foi justement en la force de vie qui met tout en mouvement. J'aime beaucoup. Si tu pouvais remodeler la société pour mieux soutenir le bien-être individuel, quel changement majeur proposerais-tu? Tout comme ce que l'on évoquait tout à l'heure, hein, ça serait d'avoir dès le plus jeune âge, avec nos enfants, une éducation à la pleine conscience. Donc une éducation, on l'a dit un peu plus tôt, où tu apprendrais à méditer, la méditation authentique dès la naissance pour permettre d'avoir une construction de l'identité, de l'ego, qui soit la plus harmonieuse possible et la plus épanouissante possible et la plus profitable pour le monde de manière générale, tout en, dès le début de ta vie, ayant conscience que tu es l'univers sous cette forme. Magnifique. Et c'est vrai que là, on a un très bon résumé de tout ce qui a été dit ici pendant presque 2 heures. Et c'est ça, en fait, c'est les enfants, c'est la source, c'est la racine, quoi. Ah, Et clairement, je clairement. suis d'accord avec toi, 100%. Vraiment, c'est là où moi j'irai aussi, en fait, hein. C'est vraiment encore plus maintenant que j'ai cette notion de spiritualité entre guillemets qu'on vient de discuter, qui, je le sens, m'élève, en tout cas, me donne envie d'aller sur des chemins où j'allais pas. Donc, je te remercie pour ça. Un dernier conseil que tu souhaites laisser aux gens qui nous écoutent et qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Un dernier conseil, amener plus de silence, plus de vide d'instant à n'importe quel moment de la journée pour simplement sentir. Sentir ce qui peut être reçu par les sensations physiques, par les sons, par la vue, même par la pensée. Ne rien faire d'autre que sentir le plus possible, même quelques secondes, et laisser les choses être. Des moments où on accepte de ne rien faire d'autre qu'être. Laisser du vide sans forcément vouloir le remplir. Ça, je pense que c'est une belle mission. Parce que notre coupe est pleine. Donc quand tu fais ça, tu la vides un petit peu pour pouvoir recevoir de l'information. En Exactement. fait, quand on se reconnecte à l'instant, on enraye quelque part un peu le processus automatique et anarchique de la pensée, en reprenant contact ne serait-ce qu'avec le corps et avec la perception. Et le fait de le faire simplement, ça peut être après un appel téléphonique, en passant d'une pièce à l'autre, en passant d'une activité à l'autre, en se lavant les mains, n'importe quoi, à n'importe quel moment, la porte de la pleine conscience est ouverte. Et plus on va le faire, même quelques instants, plus on va rééduquer le mental et le corps à être présent. Et il faut se Très rééduquer. fort. Parce que sinon, Très avec fort. le temps, on va vraiment finir euh, complètement cristallisé hein, dans quelque chose de rigide qui n'a plus la capacité de recevoir parce qu'il y a eu tellement d'années de fonctionnement automatique que tu ne peux presque plus rééduquer ton appareil. Donc plus on le fait tôt et plus on le fait pas de manière extérieure à sa vie, plus on le fait dans n'importe quelle situation, plus on va pouvoir redévelopper cette souplesse de l'esprit et cette capacité à recevoir les choses de manière profonde. Donc c'est à la fois tout con ce que j'ai dit et rien, mais le simple fait de le faire et de le faire réellement transforme l'existence à terme, bien sûr. Moi, je pense que c'est surtout très sage, si j'ose utiliser ce terme-là, et je l'utilise rarement. Donc,
Très sage, parce qu'effectivement, les gens recherchent des solutions partout, mais au final, elles sont en nous. Il faut juste laisser la place à peut-être ces solutions et ces idées. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses aussi. Et de plus en plus, et tu ne fais que m'aider à aller sur ce chemin-là. Donc, je t'en remercie, mon ami, encore une fois. Avec Comment joie. te contacter, le Steve? Donc, toi, tu es plutôt Instagram, tu es plutôt YouTube, etc. Et puis surtout, j'ai envie qu'on finisse sur ta communauté. Si tu as quelques infos à donner pour les gens qui sont restés jusqu'ici et qui voudraient éventuellement la rejoindre, ça pourrait être sympa. Dis-nous un petit peu. Mhm. Clairement, Instagram, c'est le réseau social que j'utilise. Je concentre tout là-dessus. Voilà. Donc, disponible, évidemment, pour échanger, pour communiquer, pour rencontrer. Je l'utilise comme ceci. Je confirme. Beau vecteur de rencontres et de transmission, hein. On en revient à l'outil. Les réseaux sociaux sont un merveilleux outil à partir du moment où on les utilise avec sagesse, avec conscience finalement. Et oui, très clairement, la communauté, c'est devenu le vecteur principal de transmission. J'aime l'appeler aussi le dojo en ligne. Il y a 2 lives par semaine, le mercredi en fin de journée, le samedi matin. Et clairement, dans ces lives, on est dans la pratique concrète de la méditation et de la respiration en vue de travailler justement sur ces états de conscience élargis, sur ces états de conscience plus pénétrants, parce qu'on parle d'état de conscience élargi avec les plantes médecine, mais avant tout, et on en revient encore une fois à cette pleine conscience, à la méditation. Donc c'est vraiment le cœur de cette communauté, l'apprentissage, la pratique de la méditation. Et j'en profite pour vraiment concentrer tous les enseignements, tous les apprentissages, tous les retours d'expérience, que ce soit avec les chamans, les plantes médecine, les arts martiaux, les athlètes que j'ai entraînés, les artistes, tout le tas de personnes de qui j'ai pu apprendre dans les mentors en Asie et autres, et que je continue d'ailleurs d'aller visiter. C'est aussi pour ça que j'ai créé la communauté, c'est parce que je vais revoyager beaucoup, notamment pour continuer d'approfondir, d'aller voir les chamans, d'aller voir certains maîtres en Asie et autres, et de pouvoir, grâce à la communauté, donner une transmission directe de ce que j'étudie en temps réel et de ce que j'expérimente en temps réel. Donc c'est vraiment un processus dynamique de transmission. Et tous les lives sont aussi en replay, c'est-à-dire qu'on peut arriver à n'importe quel moment, la communauté, on peut reprendre tous les lives. Et puis c'est aussi un espace où chacun peut poser ses questions. C'est comme un genre de Facebook, hein, c'est School, la communauté. Donc chaque réponse est publique et ça permet d'avoir cette progression collective. Et c'est magnifique parce qu'au final, tout ce qu'on vient de dire, bah, en fait, tu le représentes même au niveau de ta communauté en ligne, quoi. C'est-à-dire qu'ensemble, on forme un tout et ce tout nous élève, quoi. Mais c'est clairement ça, mon Ben. En fait, je veux dire, c'est la communauté en ligne, pour moi, c'est forcément la force, enfin, de notre époque, c'est d'avoir cette capacité Oui, via Internet, via les complètement. réseaux, les communautés, de se réunir. Donc, comment est-ce que l'on va faire avancer les choses? C'est ensemble. Donc, évidemment, l'impulsion de faire naître une communauté, elle est évidente. Et si je peux te donner ma vision, mes intentions très claires, on commence avec cette communauté et mon intention, c'est que ça devienne peut-être non, que ça devienne la plus grosse communauté francophone où on peut méditer, où on peut apprendre et on peut respirer ensemble. Et qu'après, bah, il y a d'autres enseignants et d'autres personnes qui viennent enrichir cette communauté. J'aimerais aussi des événements physiques où on peut méditer par la suite, où on remplirait des théâtres et des stades. Imagine 100, 200, 300, 1000 personnes ou plus en train de méditer, en train de travailler sur sa conscience, en train de co-visualiser plus de paix, plus d'harmonie. C'est ultra puissant. Et ça, encore une fois, on n'est pas dans le hippie ou on n'est pas dans l'imaginaire. On le sait très bien, il y a eu des études. La méditation en commun a une action directe sur la réalité, sur la manière dont les choses se manifestent. Donc, moi, j'ai compris humblement que ma mission de vie, c'était de permettre à d'autres de méditer et de transmettre. Eh bien, je le ferai jusqu'à la mort, avec une foi implacable. Implacable, comme ta bienveillance, mon ami. Je te remercie beaucoup, en tout cas, vraiment, pour cet échange. Je pense que là, on peut clairement dire galactique, lumineux. Moi, j'ai adoré, On vraiment. n'a pas Je parlé des pense extraterrestres. ce sera pour un prochain épisode. Je te remercie vraiment beaucoup. Je remercie Merci à aussi toutes toi. les personnes qui ont écouté jusque maintenant. Je vous Ah invite oui, très, très,
très fortement à aller voir, ne serait-ce que des extraits ou à communiquer avec Steve pour voir un petit peu, parce que je suis vraiment pas la personne à aller sur ce genre de choses, mais là, la méditation avec Steve, ce n'est pas de la méditation, c'est autre chose. Donc c'est vraiment important de bien comprendre ça, les amis, et n'hésitez pas à envoyer un petit message, etc. En tout cas, ça nous fait bien plaisir. Je te remercie encore une nouvelle fois, mon Nakama. Merci Nakama. Merci à toutes celles et ceux qui ont écouté, qui ont eu la patience de naviguer dans ces trous noirs et ces nébuleuses de la pensée et du verbe avec nous. Exactement, je pense qu'on peut le dire. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode de Holistic Way. Os.